Bonjour à tous, merci d'être venus. Et je vais donc essayer de vous présenter un peu le projet SMOS. C'est un projet donc qui est en collaboration entre l'ESA, le CNES, l'agence française donc, et le CDTI, qui est l'agence espagnole. Donc un projet européen. Et de ce fait, quand j'ai essayé d'assembler la présentation, j'ai fait un petit mélange d'anglais et de français, et il y a peut-être de l'espagnol. Donc ça va être multilingue, c'est pour vous réveiller au cas où vous assoupiriez un peu, et pour donc garder un certain dynamisme. Alors, ce dont je vais essayer de vous parler aujourd'hui, c'est comment est né ce projet. Je vais essayer de couvrir tous les aspects, donc je serai forcément superficiel. N'hésitez pas à poser des questions, soit juste après, soit plus longtemps après, puisque je suis un peu sur place. Comment il est venu, pourquoi on veut le faire, comment on va essayer de le faire, et quels sont à peu près les principaux moyens mis en œuvre. Donc, je vais vous présenter ceci, mais il faut être bien conscient tout de même que cette opération, c'est le fruit du travail de toute une équipe qui recoupe pas mal de gens, à la fois à Toulouse. Alors, il y en a plusieurs dans la salle. Là, j'ai vu, on vous a parlé tout à l'heure d'Éric Antérieux, c'est un des éléments du projet. Il y en a d'autres à CLS, vous verrez, au fil des transparents, j'ai essayé de toujours mettre la source et vous verrez que pas mal de gens qui travaillent sur Toulouse. Il y en a qui travaillent en France, les principaux laboratoires, il y a le service d'aéronomie, il y a le CETP, il y a le LTHE à Grenoble, il y a l'INRA, notamment le centre de Bordeaux, il y a bien sûr Météo France et le CNRM à Toulouse. Il y a donc pas mal de laboratoires en France. Il y a des laboratoires au niveau européen, que ce soit en Hollande, en Finlande, au Danemark, en Allemagne, en Espagne bien sûr, en Grande-Bretagne, en Italie, et puis également des collaborations aux États-Unis, en Australie, en Inde, en Russie et au Japon. Alors, petit plan de la présentation, je vais essayer de vous parler donc de la manière dont on a défini les besoins, au point de vue à la fois humidité et salinité, comment on envisage de répondre à ce besoin. Ensuite, je vous donnerai un bref historique de ce projet et de son contexte, avec quelques résultats. Enfin, on déboutira sur les perspectives et la conclusion. Comme vous l'avez deviné, ce projet vise à un peu suivre les différentes variables du cycle de l'eau, donc essentiellement sous forme de retrace au niveau de la surface terrestre ou des océans. Et pour ça, on va essayer d'utiliser un satellite que nous allons définir, et je vais un peu expliquer comment on le définit, pour arriver à satisfaire cet objectif. Alors, première chose, donc, quels sont les paramètres qui vont influer? Nous vivons sur la Terre, nous vivons dans un environnement, etc. Et il y a un certain nombre de paramètres qui gouvernent un peu notre vie par le biais de la croissance de notre nourriture principale ou de sa source, c'est-à-dire la végétation. Comme vous le savez, pour qu'elle pousse la végétation, il faut principalement trois choses et une annexe. La chose annexe, c'est évidemment les nutriments. Considérez qu'elle arrivera toujours à se les procurer. Mais pour vivre, il lui faut de la température, de la chaleur, il lui faut de la lumière pour faire la photosynthèse et il faut de l'eau. Si vous vous souvenez dans vos souvenirs de chimie du temps, c'est les réactions chimiques qui nous permettent donc de vivre. Et pour pousser, donc, la végétation a besoin de ces trois paramètres et selon la répartition à niveau de la surface du globe, elle va trouver plus ou moins tel ou tel paramètre et il y en a un autre qui lui manquera. Sur cette carte, vous avez un peu représenté les zones qui sont principalement pilotées par le rayonnement, celles qui sont principalement pilotées par l'humidité et celles qui sont pilotées par la température. Et donc, évidemment, le projet SMOS va s'intéresser particulièrement à toutes les zones où l'humidité va jouer un rôle, mais également les autres, comme j'essaierai de vous le montrer par la suite. Alors, le principe de base, vous les connaissez tous, on est à la surface du sol, il y a de la végétation qui pousse, et le cycle de l'eau, si vous voulez, ça va être les précipitations qui tombent, qui sont interceptées par les feuilles, qui vont éventuellement tomber à la surface par l'égouttement, ou qui vont tomber directement à la surface. Ça va peut-être ruisseler, ça va s'infiltrer, ça va aller donc dans les différentes couches du sol, ça peut s'évaporer à la surface, et ça peut enfin être transpiré par le couvert végétal. Donc, on va un peu s'intéresser à tout ça. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'on aimerait bien connaître un peu ce qui se passe au niveau de la couche superficielle, donc c'est les premiers centimètres, là où l'eau arrive, où elle risque de subir le triste sort de ruisseler, donc aller couler dans les rivières et partir, ou au contraire de s'infiltrer, et c'est de cette couche-là que l'évaporation prendra principalement, dans laquelle l'évaporation prendra principalement place. Mais il y a une autre couche en dessous qui nous intéresse aussi, puisque c'est la couche dans laquelle la végétation, par le biais de ses racines, va aller pomper l'eau. Et c'est cette eau qu'elle va faire monter dans ses feuilles et qu'elle transpirera, qu'elle évaporera à la surface.
Donc, deux quantités qui nous intéressent de connaître. Alors ici, je résume un peu. Vous avez les arrivées, c'est principalement les précipitations, éventuellement la condensation. Vous avez la perte sous forme d'évaporation, la perte sous forme d'infiltration, toujours par rapport à la couche superficielle, bien sûr. Les écoulements latéraux, donc le ruissellement, par exemple. Et, dans certains cas, donc l'alimentation de la couche superficielle par l'eau plus profonde. C'est ce qui se traduit par le fait que le soir, par exemple, un sol est sec. Et le lendemain matin, bien qu'il n'ait pas plu, il s'est réhumidifié par aspiration, si vous voulez, capillarité des eaux plus profondes. Donc tout ça, ça joue un rôle parce que ça va piloter un peu ce qui se passe au niveau de la surface. Donc l'évaporation, par exemple, de l'eau en surface. Et vous savez que quand le sol est humide, il évapore, donc il perd de la chaleur. C'est l'histoire de la cruche d'eau. Et donc il va être plus frais que s'il est sec. Donc flux à l'interface qui sont pilotés. Et donc, connaître cette quantité a une importance non négligeable pour tout ce qui est prévision météo, pour quand on veut essayer de suivre, prédire, comprendre le climat, mais aussi des applications non moins importantes au niveau du suivi des ressources en eau, la gestion de l'eau, et de plus en plus, ce qui préoccupe nos têtes dirigeantes, là, c'est la prévision des événements extrêmes, c'est-à-dire les grosses crues, les inondations, les sécheresses, etc. Donc, on arrive à une idée. On a une quantité qu'on aimerait bien connaître, c'est l'humidité du sol. Elle joue un rôle important, mais on n'a pas de moyen de la connaître et de la suivre à l'échelle globale actuellement. Je reviendrai sur ce point plus tard. Donc, si on veut arriver à une bonne connaissance du cycle hydrologique, il faut arriver à bien suivre ces différentes variables, précipitation, ruissellement, infiltration, etc. Donc, il y a besoin de mesures de surface, des traces, si vous voulez, par le biais de l'humidité surface de ce qui se passe. Alors, on peut se dire pourquoi. On va s'intéresser à l'eau. J'ai parlé tout à l'heure de la météo, de la prévision, etc. Mais il y a quelque chose qui est aussi très important, c'est la disponibilité en eau et la gestion des ressources en eau. On s'aperçoit de plus en plus que l'eau et son approvisionnement posent un certain nombre de problèmes. Et beaucoup de gens considèrent que le problème pour les années à venir, enfin la principale source de problèmes dans les années à venir, sera la disponibilité et l'accès à l'eau potable. Alors, je vais essayer d'illustrer ça avec un petit exemple. Vous avez ici représenté la variation de la pluviométrie au Sahel de 1941 à 1900, presque 2000, disons. Et vous voyez donc des grands cycles qui apparaissent, déficit, trop d'eau. Et vous retrouvez donc aussi des événements exceptionnels, ici, donc des périodes où il n'y a pas d'eau. Enfin, les déficits sont plus réduits que ce qu'on pourrait espérer. Ici, au contraire, dans une période, on a moins d'eau que ce qui pourrait être escompté. Et ça, évidemment, ça a un gros impact, qui est illustré par cette série de photos qui ont été prises à peu près au même endroit. Vous pouvez reconnaître les arbres, les principaux arbres. Mais vous voyez que d'une année à l'autre, donc c'est de 84 à 91, il y a une variation non négligeable. Ces photos ont toutes été prises au même moment, qui est normalement au pic de croissance de la végétation. Donc en fonction de la pluviométrie, vous voyez des années où il n'y a pratiquement rien, d'autres années où il y a eu une végétation relativement abondante, et avec toutes les étapes intermédiaires. Et si on regarde en 99, eh bien voici ce qu'on a obtenu. Donc, une variation non négligeable de la végétation d'une année à l'autre. Et évidemment, la végétation ici signifie nourriture, que ce soit sous forme de récolte, c'est au Sahel, donc par exemple du mil, ou au niveau alimentation du bétail, et aussi au niveau échange, bien sûr. Donc, on aimerait bien connaître les précipitations. Et bien sûr, on a des modélisateurs qui s'attachent à regarder ça. Et là, c'est un indice de précipitation et sa prédictabilité qui a été établi à partir de mesures de salinité de la température des océans. Donc, c'est ce qui se fait classiquement. On va estimer les précipitations à venir à partir des champs de température de surface des océans. Et puis, il y a des gens qui se sont amusés à regarder ce que ça ferait si on prenait en compte également l'humidité de surface des sols, enfin l'humidité des sols plus précisément, pour regarder l'impact. Et évidemment, si on fait la différence, on s'aperçoit qu'il y a une différence non négligeable entre ceci et ceci. Donc, l'apport, si vous voulez, de la température de surface va faire une modification non négligeable au niveau de l'estimation, enfin la prévision des précipitations. Et, comme par hasard, évidemment, c'est en limite de zones où il y a des problèmes d'eau. Ah, vous allez me dire, c'est très bien, joli, très joli tout ça, mais les modèles, tout le monde sait ce que ça vaut. Et pourquoi ce seraient les modèles avec la SST et l'humidité du sol qui seraient meilleurs que ceux qui ont que la température de surface des océans? Alors, il y a d'autres études qui ont été faites, ça c'est sur les États-Unis. Il y a eu en 93 des pluies un peu exceptionnelles, donc ils ont fait la différence entre ce qui s'est passé en 93 et en 88.
Ça, c'est les observations. Donc, on retrouve bien des pluies exceptionnelles ici, donc au centre des États-Unis. Par contre, si on n'utilise que le modèle qui est piloté par la température de surface, on s'aperçoit qu'on ne voit pas cet événement, donc il y a un problème. Par contre, si on rajoute l'humidité superficielle, on retrouve, même si ce n'est pas parfait, une meilleure estimation de cette anomalie en pluviométrie ici. Donc, il est à peu près clair que les modèles seraient améliorés si on avait une idée de l'humidité. Mais bien sûr, l'humidité est déjà prise en compte dans les modèles, sinon il serait complètement faux. Mais, encore une fois, les modèles, ils diffèrent un peu. Voici 3 exemples de modèles qui ont tourné, un de l'Université d'Arizona, un du Goddard et un de la INSEP. Et on a l'indice d'humidité de surface, si vous voulez, qui est indiqué ici. Et ce qu'il faut remarquer, c'est qu'entre ces 3 modèles, donc pour la même période, bien sûr, on a des différences énormes, des estimations, enfin des valeurs affectées à l'humidité des sols. Je vous conseille de regarder un peu ce qui se passe ici au niveau du Sahara, ce qui se passe au niveau de l'Australie, ce qui se passe au niveau du nord-ouest des États-Unis. On a des différences énormes. Donc, si on veut se résumer, point de vue humidité, si on veut faire un suivi efficace des ressources en eau, il faut être capable de comprendre un peu mieux ce qui se passe au niveau des entrants. Et là, le problème, c'est les précipitations, qu'on ne sait pas encore bien suivre de l'espace, du moins. À partir des données spatiales, on n'arrive pas à suivre les précipitations au-dessus des terres. Par contre, petit à petit, se mettent en place des réseaux sol de radars qui devraient permettre de résoudre en partie le problème. Au niveau des sorties, nous avons bien sûr l'évapotranspiration, le ruissellement stockage qui se suivent soit par des données satellitaires, soit par des modèles. Et les problèmes qui restent, c'est donc la qualité de l'eau et sa disparition, les phénomènes de salinisation dans certaines zones et les événements extrêmes. À partir de là, donc, on a essayé de voir quelle était l'expression du besoin. Donc, c'est la première étape avant, si vous voulez, un projet spatial, c'est regarder un peu ce dont on a besoin. Et le besoin, c'était une couverture globale. Il faut être capable de suivre l'ensemble du globe, bien sûr. Avoir une sensibilité à l'humidité superficielle qui soit assez bonne, donc estimée à 4%, c'est ce qui jouait un rôle au niveau des modèles. Si on va trop au-delà, ça n'apporte pas grand-chose. Mais surtout, il faut être capable de suivre des événements, donc d'avoir une acquisition de données au moins tous les 3 jours pour être capable de suivre un événement. Et vous vous doutez bien que surtout dans les zones arides, quand il pleut, la pluie va vite évaporer. Et si on n'est pas capable de voir régulièrement ce qui se passe, on va manquer certains événements. Et la résolution, il faudrait qu'elle soit aussi bonne que possible. Donc, de quelques dizaines de kilomètres pour les modèles météo à quelques centaines de mètres pour les hydrologues. Et même moins, les hydrologues d'ailleurs. Les points spécifiques à aborder sont comment avoir une mesure directe, comment avoir à terme l'eau dans la zone racinaire, qui est l'endroit où l'eau est importante pour la végétation, comment prendre en compte donc la végétation elle-même, et le problème de résolution spatiale dont je parlerai un peu après. Et donc, bon, ça c'est un résumé des requêtes telles qu'on définit au tout départ du projet, c'est-à-dire on dit, voilà les besoins, voilà comment on peut arriver peut-être à le faire, voici les données annexes dont on aura besoin, et c'est à partir de là qu'on commence à faire les spécifications. Ceci étant dit, on peut quand même se dire, attendez, avant de lancer un satellite, il y a peut-être d'autres manières pour mesurer l'humidité. Tout le monde sait que si on va dans un champ et qu'on s'en met plein les chaussures, on sait que c'est humide. Par contre, s'il y a de la poussière dans les yeux, c'est que c'est sec. Donc, il y a peut-être d'autres méthodes de connaître l'humidité. Alors, il y a les mesures classiques. On va prélever dans une petite boîte de conserve un peu de terre. On la pèse, on la fait sécher, on la repèse et on dit, voilà, il y avait tant d'eau dedans. C'est très efficace, ça marche très bien. Mais si je vous demande de couvrir l'ensemble du territoire toulousain avec ça, vous allez trouver ça un peu fatigant. Et si je vous demande une couverture globale tous les 3 jours, vous allez trouver ça très fatigant. D'autres méthodes, alors in situ, il y a d'installer des sondes à neutrons, des sondes neutroniques, des sondes résistives, des sondes capacitives qu'on met dans le sol, qui peuvent enregistrer en permanence, etc. Avantage, ça marche tout seul. Inconvénient, il faut quand même l'alimenter, il faut les installer, il faut aller recueillir les données. Et bien sûr, il y a un problème de représentativité. Toute personne ayant un jardin sait qu'il peut être humide d'un côté et sec de l'autre. Alors, on envisage la télédétection. C'est ce qui nous permet d'avoir une couverture un peu globale, régulière, et surtout avec un moyen de mesure uniforme. Tous ces moyens de mesure varient d'une méthode à l'autre, d'un instrument à l'autre, d'une méthodologie à l'autre. L'exemple classique, c'est les premières périodes où les gens ont commencé à agglomérer des cartes météo sur l'Europe, par exemple. Ils s'apercevaient que les isoyettes ou telle courbe avaient des grosses discontinuités au niveau des frontières. Donc, ils se sont posés quelques questions avant de réaliser qu'en fait, c'est simplement les méthodes ou les étalonnages. Donc,
plusieurs méthodes de télédétection, l'infrarouge thermique, le visible, le micro-ondes passif. Alors, le visible, j'en parlerai pas, c'est tellement anecdotique que ce n'est pas la peine d'en parler. L'infrarouge thermique, ça pourrait être pas mal, puisqu'on va retraduire un peu les flux de chaleur sensibles, si vous voulez. Mais le problème, c'est qu'évidemment, dès qu'il y a des nuages, on ne voit rien. Et en général, quand il y a des nuages, c'est qu'il pleut. Et s'il pleut, c'est que le sol va s'humidifier, donc on perd quand même des événements intéressants. Donc, il nous reste les micro-ondes qui ont l'immense avantage de pénétrer au travers des nuages et même éventuellement de la pluie. Donc, on va regarder ce qui se passe au niveau micro-ondes passives et actives. En se gardant donc à l'esprit que pour l'instant, la seule méthode efficace pour obtenir ceci, c'est les micro-ondes passives ou actives et qui nous permettra d'avoir une mesure directe, puisqu'on va mesurer directement la constante diélectrique et tout temps. Alors, évidemment, les gens se sont envoyés sur le radar puisqu'ils permettaient de satisfaire un des besoins, c'est la résolution spatiale. On arrive avec les radars spatiaux à avoir de bonnes résolutions et avec quand même deux inconvénients majeurs. Le premier, c'est la sensibilité du signal. Alors, sur ces courbes, on montre pour une humidité qui varie de 15%, donc un sol relativement sec à humide, on a une variation en dB qui va être de l'ordre de quelques dB. Par contre, le même sol, si on fait varier la rugosité de 4 mm à 1 cm, on va avoir une variation du signal qui est bien plus grande. Il y a bien sûr les effets angulaires qui ne sont pas négligeables, mais surtout les radars, pour l'instant, du moins, ont des temps de révisite qui sont très grands. ERS, c'est de l'ordre de 30 jours, 35 jours. Donc, on n'arrivera pas, évidemment, à capturer les principaux événements. Il y a quand même eu des tentatives faites en utilisant des radars avec des résolutions plus faibles, donc les diffusiomètres, qui ont des résolutions de l'ordre de 25 à 50 km et qui, eux, passent souvent, donc tous les 4 jours, ce qui pourrait être satisfaisant. Et vous avez ici un suivi, donc, en fonction du temps, sur toujours le Sahel, avec comme référence les forêts tropicales. Donc, vous voyez, le signal est résolument plat. Ce n'est pas surprenant outre mesure, puisqu'on se sert du signal forêt tropicale pour étalonner le capteur, en disant que ça doit être plat. Donc, ça, c'est une vérification que l'étalonnage est fait correctement. Et ici, donc, on suit les événements et on s'aperçoit que c'est très fortement corrélé aux pluies. Donc, magique, on a trouvé l'instrument qui nous permet de suivre la pluviométrie de l'espace. Alors, bien sûr, c'est vrai. Oui, pas vous affoler ici, il n'y a pas, parce qu'on n'avait pas encore les données quand cette courbe a été faite, mais là, il a plu aussi. Donc, on a ici une croissance de la pluviométrie, on retrouve au niveau des pics, ici une décroissance, ça diminue, ça a l'air très très bien. Il y a quand même deux petits inconvénients. Pour faire ça, il faut qu'il y ait un minimum de végétation, donc ça marche dans les zones arides, semi-arides. Et puis ensuite, il y en a qui se sont amusés à regarder ce que ça donnait quand on mettait des données visibles en parallèle. Donc ça, c'est les données du capteur végétation, qui donc est un des capteurs qui permettait pour la première fois d'avoir accès à de bonnes réflectances de surface. Et on s'aperçoit qu'il donne une information pratiquement similaire. Donc en fait, ce que mesure le diffusiomètre, ce n'est pas tellement l'humidité, mais c'est surtout le contenu en végétation qui est au-dessus. Donc on se tourne vers la micro-ondes passive, et on s'aperçoit qu'en micro-ondes passive, si ici vous avez une courbe en fonction de la fréquence, de la sensibilité à l'humidité superficielle. Et on s'aperçoit que l'humidité du sol, la sensibilité en température par rapport à un paramètre, pardon. L'humidité du sol est très sensible à basse fréquence, et puis elle descend après petit à petit. La sensibilité à l'eau vapeur est ici, donc on retrouve le pic de l'eau ici, l'absorption de l'eau, etc. Donc tous les différents paramètres. Ce qu'il faut mémoriser sur cette courbe, c'est que quand on descend en fréquence, on va s'apercevoir que l'humidité du sol va être le phénomène prépondérant, point de vue information. La végétation va jouer un rôle de plus en plus faible et relativement peu important. Et quant aux autres variables, vont jouer un rôle pratiquement nul. Pas nul, bien sûr, mais pratiquement nul. Donc, on va essayer de se concentrer vers quelque chose qui nous permette d'utiliser au mieux ceci. Donc, on va aller quelque chose qui pénètre bien l'atmosphère et les nuages. Donc, on va travailler en bande L, la rugosité de surface, bande L, etc. On va on va s'orienter vers une fréquence qui nous permettra de minimiser ces effets perturbateurs et de maximiser l'effet de l'humidité. Alors, pour que vous compreniez un peu mieux cela, j'ai essayé de faire un schéma simple. Il n'est peut-être pas simple, mais il devrait l'être. Enfin, il avait pour but de l'être. Ici, j'ai représenté... Non, d'abord ici. C'est le signal. Alors, imaginez qu'ici, vous ayez votre capteur, qui est un radiomètre, un micro-ondes, et il mesure du signal, qui est une température de brillance. Les radiomètres, ils ont un gros avantage, c'est qu'ils mesurent l'émission de la loi de Planck, donc ce qui est émis par le sol, et ce qui est émis est directement proportionnel à la température de brillance. Et la température de brillance, c'est le produit de la température physique du corps par son émissivité. Et l'émissivité, comme je vous le montrerai tout à l'heure, mais d'une manière un peu plus compliquée, c'est directement lié à l'eau qu'il y a dans le sol. Donc, il va mesurer des températures de brillance. Et ces températures de brillance, il y en aura plusieurs qui vont se conjuguer pour faire le signal. La température de brillance du sol, qui est en fait celle qui va nous intéresser le plus,
la température de brillance de la végétation, qui est celle qui va nous intéresser au deuxième degré. Et ensuite, il se passe d'autres phénomènes qui sont un peu plus embêtants, mais la végétation, elle émet vers le haut, mais elle émet aussi vers le bas. C'est réfléchi par le sol et ça va être mesuré par le capteur. Après atténuation dans la couche de végétation. Et puis le ciel, que ce soit au niveau atmosphérique ou au niveau galactique, je vous montrerai pourquoi tout à l'heure, va aussi émettre un signal qui va arriver, qui va traverser tout ça, donc l'atmosphère, la végétation, elle va être réfléchie sur le sol, retraverser tout ça et va être mesurée. Donc on va avoir plein de contributions ici. Alors en basse fréquence, celle-ci va être faible et celle-ci va être faible. Par contre, il va nous rester ces deux-là. Et c'est ce qui est expliqué sur le diagramme du haut, où vous voyez en fonction du contenu en eau de la végétation, donc en fait ça caractérise la qualité de la végétation, sa densité si vous voulez, la température de brillance mesurée qui est ici, et elle va augmenter. Et si je sépare maintenant dans ce signal les deux contributions, celle de la végétation et celle du sol, je vais m'apercevoir que la contribution de la végétation va régulièrement augmenter, celle du sol va diminuer. Donc, c'est quelque chose, vous allez voir après, qu'on va essayer d'utiliser, mais qui est quand même un handicap. Alors, l'influence de la végétation, à nouveau, va nous amener à réfléchir un peu à vers quelle fréquence on va travailler. Ici, représenter la sensibilité du signal à l'humidité superficielle en fonction de la... Pour vous réveiller, là, j'ai mis la longueur d'onde. Donc, c'est l'inverse de la fréquence. Donc, bandelle, c'est 20 cm, c'est ici. Ici, c'est 10 cm, etc. Donc, c'est l'inverse. On va maintenant se mettre ici. Basse fréquence, c'est ici. Et on s'aperçoit que le signal est très sensible, ici, aux basses fréquences, et la sensibilité va diminuer au fur et à mesure qu'on va augmenter la fréquence. C'est le schéma de tout à l'heure. Ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on a représenté pour différents types de contenu en eau de la végétation. Ici, c'est 1 kg, 2 kg, 4 kg. Ce n'est pas les kilogrammes que vous achetez chez l'épicier, ça. C'est les kilogrammes par mètre carré, c'est-à-dire, si vous imaginez votre végétation, vous pesez toute l'eau qu'elle contient pour une unité élémentaire de 1 mètre carré, et ça vous donne cette information. Alors, ça ne vous dit pas grand-chose non plus. Pour donner des ordres de grandeur, un couvert de maïs bien développé, bien complet, fait de l'ordre de 5 kg par mètre carré, 4 à 5 kg par mètre carré. Un beau champ de blé aussi bien dense, bien couvert, fait de l'ordre de 3 kg par mètre carré. Et la végétation naturelle a toujours des valeurs moins grandes, évidemment. On se décale par là. Tout ça pour dire que si on veut suivre le sol tout le temps, même quand il y a de la végétation, il faut se placer dans ce type de fréquence, mais qu'évidemment, quand on sera sur de la forêt tropicale, la probabilité de voir beaucoup d'informations relatives au sol va être relativement faible, puisqu'on va quand même arriver dans des zones où la sensibilité sera faible. C'est à peu près clair? Alors là, il y a un gros mot ici, c'est l'effet Faraday. Ce qui se passe, si vous voulez, parce que bon, on regarde de l'espace et il va falloir qu'on traverse une couche qui s'appelle l'ionosphère, donc qui, comme son nom l'indique, est ionisée. Et dans l'ionosphère à basse fréquence, il se passe des choses bizarres, et notamment ça fait tourner le vecteur de polarisation. Et plus la fréquence est petite, plus ça tourne. Alors en bande L, ça tourne de quelques degrés, mais si vous descendez en bande P, ça fait plusieurs tours. Donc ça, il faut, comme on verra tout à l'heure, on s'intéresse aussi à la polarisation, il va falloir en prendre compte. Et enfin, dernière chose qu'il faut prendre en compte quand on choisit une fréquence, c'est les bandes protégées. Vous savez que le spectre des fréquences est très grand et qu'il y a une organisation internationale qui s'occupe d'allouer les fréquences. C'est-à-dire qu'elle dit, dans telle bande de fréquence, vous pouvez faire ceci, par exemple, émettre la radio, un radar, etc. Et il y a d'autres bandes qui sont protégées, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'émettre. Elles sont exclusivement réservées à observer, si vous voulez. Il y en a une, c'est celle-ci. Elle va de 1,4 GHz. Et c'est celle que l'on va utiliser, et avec quelques problèmes que je préciserai tout à l'heure, mais c'est globalement une bande protégée. Alors là, je vais passer vite, c'est juste pour vous rappeler quelques règles de base. Ce qu'on mesure, c'est, on va regarder l'influence de la réflectivité, on se sert des lois de Fresnel, donc c'est des expressions qui, simplement pour vous dire que cette réflectivité, ça va être une fonction de plusieurs paramètres, mais principalement celui qui nous intéresse, l'humidité, que dans la condition de stabilité, on peut appliquer la loi de Kirchhoff et on dit que la réflectivité c'est égal à 1 moins l'émissivité, donc on revient à notre émissivité qui nous intéresse. On retrouve la notion de polarisation, on a deux polarisations qu'on va regarder, et ce que nous on observe, c'est la température de brillance à une polarisation donnée, qui donc c'est la température physique que multiplie une émissivité. Maintenant, cette loi de Fresnel, elle nous dit que ça va être une fonction de l'angle. Donc vous avez ici l'angle d'observation de 0 à 60 degrés. Ici, la température de brillance mesurée.
Donc on va avoir des courbes assez caractéristiques de température de brillance en fonction de l'incidence. Et ces courbes vont avoir une allure différente selon la quantité d'eau qu'il y aura dans le sol. Donc ici, on a fait varier l'humidité de 5, c'est-à-dire à peu près sec comme un coup de trick, à 45, c'est-à-dire complètement saturé. Et on voit qu'on a une différence ici de l'ordre de 100 Kelvin sur le signal, ce qui n'est pas négligeable, pour un couvert végétal donné. Donc, on va regarder deux choses. Il y a deux choses importantes à voir. C'est que l'humidité va avoir deux influences. Elle va faire changer le niveau, donc monter les courbes plus c'est sec, et elle va changer un peu la forme angulaire, l'allure angulaire de ces courbes. Si je mets de la végétation maintenant pour une humidité donnée, une humidité moyenne de l'ordre de 25%, quand j'augmente la végétation, je vais avoir cette influence-là, donc à nouveau remontée du signal, mais avec une amplitude moindre, de l'ordre de 60, 50, 60 degrés. Et on va beaucoup changer cette fois-ci la forme angulaire de la réponse, l'aspect angulaire de la réponse. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est ce qu'on va utiliser après. Alors ça, je vais aller vite parce que c'est barbant. Mais ce qu'il faut mémoriser, c'est qu'on peut avoir des modèles très complexes de transfert radiatif. Tout le monde connaît ça, c'est les modèles classiques de transfert radiatif. Mais les gens qui font de la détection micro-ondes, ils sont très simples d'esprit comme moi. Et ils se contentent en général d'approximations ultra simples. On va remplacer tous ces trucs compliqués par deux quantités plus simples pour caractériser la végétation, qui sont l'opacité, donc la caractéristique de la lumière à passer au travers, et l'albédo de simple diffusion, qui est un peu plus compliqué à expliquer, mais grosso modo, c'est les rebonds au sein du couvert. Ce qu'on remarque, c'est que l'opacité, elle est proportionnelle au contenu en eau de la végétation, ce dont je vous ai déjà parlé, avec un coefficient qui dépend un peu du type de couvert, enfin un type de végétation. Et là, c'est des travaux qui avaient été faits aux États-Unis il y a quelques temps pour regarder comment ces deux variables se retrouvent. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, au vu des courbes que je viens de vous montrer, c'est voir si on ne pourrait pas retrouver à partir du signal à la fois cette opacité, qui, quand on veut atteindre l'humidité sol, va être le paramètre qui va nous gêner, et l'humidité superficielle. Et pour ça, on va se dire, on va prendre les formes tout à l'heure angulaires des courbes, on va voir si on ne peut pas se débrouiller avec ça. Là, le gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir d'informations a priori sur le contenu en eau de la végétation, sur le type de végétation, donc le coefficient B, et que en fait, ce paramètre B, il va être utile parce que vous savez, on utilise assez largement l'indice de végétation en télédétection pour caractériser le couvert végétal, mais cet indice de végétation a un certain nombre d'inconvénients et qui sont un peu surpassés quand on utilise cette variable qui, elle, caractérise la quantité d'eau qui est dans la végétation, donc vraiment la chose qui est importante du point de vue des échanges. Donc ça, oui. Donc, je résume, on a une température de brillance, on a des observations, et à partir de ça, ce que j'ai essayé de vous montrer jusqu'à présent, c'est que le signal est très sensible principalement à l'humidité de surface, au contenu, à la végétation, et évidemment, puisqu'on mesure une température de brillance et qu'on veut atteindre l'humidité, à la température de surface elle-même, température physique. Alors, pour inverser ça, il y a plusieurs méthodes. Dans la première, on va dire que l'opacité est liée au contenu anneau, et on va essayer de dériver ça de données, disons, obtenues dans l'optique. Sinon, on va utiliser des effets angulaires, ou alors on va encore utiliser une troisième approche qui consiste à dire, à partir d'un modèle de type SVAT, on va construire un indice foliaire et on va le relier à un taux, enfin une opacité donnée qu'on injectera après pour obtenir l'humidité superficielle. Donc ça, c'est un peu les approches, mais je ne vais pas m'appesantir dessus. Juste pour les illustrer, si on considère que simplement on a une information sur le contenu en eau de la végétation qui est obtenu à partir d'autres capteurs, on a ce genre de précision, donc on s'aperçoit qu'on est aux alentours de 75%. Par contre, si on utilise l'effet angulaire, on a une information qui est beaucoup plus précise. Et si on fait une petite gymnastique entre les deux que j'ai fait tout à l'heure, pour prendre en compte les caractéristiques d'osmose, on arrive à un résultat intermédiaire. Pour ce schéma, donc ce qu'on va faire avec SMOS, c'est on va se placer ici près du centre de la fauchée, on va utiliser les données SMOS uniquement. Et ici, on utilisera les données SMOS de l'acquisition plus de celles du tour d'avant pour rester sur la courbe bleue et rester donc à l'intérieur des limites de précision qu'on s'était fixées pour que le programme soit utile. Donc voici les spécifications mission. Ici, c'est des campagnes qui ont été faites aux États-Unis. Il y en a eu plusieurs. Je montrerai d'autres exemples qui montrent qu'on sait le faire par moyen. Ici, c'est un système à synthèse d'ouverture aéroportée. Ici, ce sont des simulations à partir de modèles météo, mais qui montrent un peu l'évolution du signal au cours du temps et de l'espace. Deuxième aspect,
La salinité. Je vous ai beaucoup parlé d'humidité, je vais parler de salinité maintenant. Alors la salinité, pourquoi on va mesurer la salinité? Pourquoi on va essayer de comprendre ce qui se passe? C'est pour deux raisons, enfin plusieurs raisons. Mais la première, c'est qu'on ne connaît pas grand-chose et que c'est important pour la circulation thermohaline, pour les budgets d'eau douce de surface, notamment après les grosses pluies par exemple, ou les sorties exutoires de grosses rivières, et pour ce qui se passe au niveau de l'océan anthropique et du climat et de son interaction, et vous avez tous entendu parler du El Niño. Alors, on va vous dire, mais c'est très bien, mais ici, je connais beaucoup de choses sur la salinité des océans. Regardez ces magnifiques cartes que j'ai. Voici des belles cartes de salinité des océans. Elles ont été accumulées par M. Levitus. Alors, M. Levitus, si vous voulez vous imaginer cette personne, pour les non-océanographes, c'est une sorte de moine. Il passe sa vie dans son bureau et à essayer de récupérer des données de salinité de par le monde, et il les met ensemble, et il essaye de construire ces cartes, et il y arrive fort bien. Vous voyez une fort belle carte ici. Donc, ce qui nous permet de traduire ici la salinité. Donc, vous voyez les différentes répartitions de salinité. Le problème, évidemment, c'est que il a beau collecter toutes les données qu'il peut trouver, il n'y en a pas beaucoup. Ici, des couleurs, grosso modo, si vous voulez, quand il n'y a rien, c'est que vous n'avez pas de mesure dans un pavé de 100 par 100 km. Et quand c'est bleu, c'est qu'il y en a au moins 5, entre 0 et 5. Donc, 30% des océans, il n'y a pas de mesure. 30%, il n'y en a pas plus de 5. Et ça, c'est global, c'est-à-dire on n'a pas de saisonnalité, on n'a pas ni au niveau de l'année, ni d'une année à l'autre. Donc, il y a un gros manque. Alors qu'on sait maintenant que la salinité va jouer un grand rôle dans la dynamique, c'est la flottabilité, c'est l'effet de conveyor belt, c'est-à-dire la manière dont la circulation océanique se fait. C'est tous les problèmes de cycle de l'eau, c'est les échanges à l'interface. En fonction de la salinité, on va avoir différents types d'échanges. Et donc, ce que je venais vous dire, on a un manque flagrant et il n'y a pas de moyen actuel de mesurer la salinité de surface. Donc, on va se dire, est-ce que quantifier cette variabilité, parce que vous pourriez dire, bon, mais on ne connaît pas la salinité, mais ça ne varie pas beaucoup. En fait, quand on regarde ici, on s'aperçoit que la salinité peut varier. Donc ça, c'est un peu la variabilité temporelle de la salinité dans l'océan Atlantique. C'est des sorties de modèles, ça, qui nous montrent un peu ce qui se passe. Alors vous retrouvez bien sûr les exutoires des gros fleuves, le Congo, l'Amazone. Et c'est selon les débits de ces fleuves, évidemment, ça va avoir une influence. Alors, un autre exemple, un peu plus difficile à voir, mais selon les différentes valeurs de salinité utilisées dans la méthode, on s'aperçoit que ça a un impact sur cette répartition et donc, évidemment, sur la circulation et les échanges. El Niño, j'en ai parlé tout à l'heure, il a été prouvé que les fronts de salinité étaient directement reliés au phénomène El Niño et que si on pouvait suivre de manière fine cette salinité, on pourrait prévoir un peu mieux les phénomènes El Niño à l'avance, sachant que pour l'instant c'est fait essentiellement avec le thermique, mais les gradients thermiques sont beaucoup plus mous que ceux de salinité, donc moins précis. Alors comme pour l'humidité, un peu, comment on peut mesurer la salinité? Alors il n'y a pas 36 méthodes là parce que c'est en mer, donc il y a prélever des échantillons et les mesurer, et il y a des méthodes chimiques. Il y a l'utilisation de sondes, alors principalement sur des bouées dérivantes, des bouées rigides, et puis il y a les bateaux, qui souvent ont une petite prise dans laquelle ils mesurent la salinité, c'est un peu approximatif. Et puis il y a les instruments plus dédiés, plus sophistiqués, qui sont les thermosalinographes. Donc on peut envisager là aussi la télédétection. Et alors là, par contre, les solutions se réduisent encore plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus guère que la télédétection en bandelle passive qui puisse permettre d'atteindre cette variable. Alors, température de brillance, toujours pareil, elle est reliée à une émissivité. L'émissivité est liée à la constante diélectrique et le phénomène perturbateur ici, ça va être la forme de l'océan, c'est-à-dire principalement l'influence du vent et de l'écume, qui va faire des petites rides. Alors, le signal, lui, qu'on va mesurer, il va être sensible à la salinité, à la température, à l'angle d'incidence, à la fréquence et à la polarisation, bien sûr. Et maintenant, on va voir si on peut le faire, parce que ce n'est pas évident. Pourquoi la fréquence? J'ai dit la bandelle, c'est toujours pareil. La salinité, la sensibilité du signal augmente au fur et à mesure qu'on diminue en fréquence. Et les autres effets, donc ici vous avez la température de surface, ici vous avez l'influence du vent, ici l'atmosphère. On s'aperçoit que quand on se place vers les basses fréquences, c'est là qu'on sera optimal en bandelle. Le malheur quand même, c'est que ce n'est pas aussi beau que ça, et que
la première chose qu'il faut savoir, c'est que dans les océans, la salinité ne va pas varier énormément, elle est relativement stable, hein, c'est une petite gamme de variations, et là, elle a été modifiée à l'extrême. On s'aperçoit que la relation entre salinité et température de brillance est fonction de la température physique, donc ça va nous compliquer la tâche aussi, et que les sensibilités, elles ne sont pas terribles en fait. On a une sensibilité à température de brillance qui est de l'ordre de 0,5 à 0,25 Kelvin par PSU. Alors là, vous faites un petit calcul mental rapide et vous apercevez que ce qu'on recherche avec un capteur de ce type-là, c'est une sensibilité radiométrique, donc en température, à bord du capteur, de l'ordre du centième de Kelvin. Et ça, croyez-moi, c'est très très difficile. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour s'en affranchir? On va dire, les bruits autour sont à peu près non corrélés, donc on va pouvoir faire des moyennages. Et si je moyenne toutes mes données sur 10 jours et 200 km, je vais faire tellement de moyennes que je vais réduire tout ça et que je vais arriver à quelque chose de potable. Et en effet, des simulations montrent que ici, si j'utilise une connaissance du vent, je vais arriver à avoir sur la majeure partie des océans une sensibilité assez bonne. La sensibilité est plus faible pour les eaux froides, mais comme le satellite passe plus souvent, ça se compense en partie. Donc, quelque chose d'assez bien. Le malheur, c'est que le vent, on ne le connaît pas toujours très bien, et que si je rajoute maintenant le bruit lié à l'incertitude de la connaissance du vent, je vais dégrader quand même mon signal. Et toujours, le but qu'on a, c'est 0,1 PSU. Donc, entre le vert et le jaune, on s'aperçoit que, bon, on y arrive, mais ça commence à devenir un peu limite. Et on a fait des hypothèses pour. Donc, il y a des problèmes au niveau de la salinité. Donc, les caractéristiques de l'instrument, quand je parle de 0,02 Kelvin, je parle de quelque chose qui n'est pas négligeable. Il y a le choix du modèle, je reviendrai dans une minute là-dessus. Et il y a toutes les erreurs qui sont liées aux paramètres. Alors, sur Terre, je vous dis, l'atmosphère n'a guère d'influence, etc. Parce qu'on a vu, la gamme de variation, c'était de l'ordre de 100 Kelvin pour la gamme d'humidité. Donc, on n'est pas vraiment à 2 Kelvin près. Ici, on va rechercher le centième de Kelvin. Donc, évidemment, une petite différence dans l'atmosphère va me fausser mon signal et il faut que je sois en mesure de le prendre en compte, de le corriger. Donc, ce qui intervient et qui va pas être négligeable, c'est donc la rugosité de surface, liée au vent si vous voulez. Il va falloir bien connaître la température de surface. Il va falloir être capable de caractériser les effets atmosphériques, que ce soit les effets classiques, mais aussi les effets un peu irréguliers et mal connus, comme la pluie, etc. Il va falloir être capable de prendre en compte la réflexion du Soleil et de certaines autres sources, telles que la Lune. Il va falloir être capable de corriger les effets ionosphériques, la rotation de Faraday, et corriger le fond, si vous voulez, cosmique. Il va falloir mettre au point des algorithmes assez performants, et il va falloir être capable de faire une calibration, un étalonnage absolu de ce système. Donc, pour résumer, sur les océans, j'ai différents contributeurs, la température, la salinité et l'état de surface, et les effets perturbateurs, en plus donc du vent et de ceux qui vont modifier les états de surface, ça va être l'atmosphère, le taux d'électrons, donc l'ionosphère, l'effet Faraday et le bruit galactique. Et le but, donc, c'est l'ordre de 4 centièmes de Kelvin pour être à 0,1 PSU à 283 Kelvin. Donc, un cas assez favorable. Eh bien, à partir de là, quand même, on regarde ce qu'on pourrait faire avec les données SMOS, et l'équipe de CLS s'est pas mal penchée dessus, et elle a regardé, donc, à partir toujours de notre ami Levitus, il regarde différents modèles, et les différences entre les modèles, donc la manière dont ils agrègent entre eux, est déjà largement supérieure à ce qu'on peut faire avec SMOS. Donc rien que là, on pourra arriver à lever des ambiguïtés sur les modèles. Ensuite, on regarde par exemple ici l'influence des champs de pluie sur les mesures, et on s'aperçoit que les erreurs, à nouveau, quand on fait la différence, c'est de l'ordre de plusieurs dixièmes de PSU. Donc, on va avoir à nouveau un apport au niveau de la mission. Bien que Et enfin, c'est les variations saisonnières et interannuelles. Donc là, on va rechercher des signaux plus fins, mais on est capable de moyenner sur de plus longues périodes de temps. Donc, on s'aperçoit encore qu'on pourra probablement arriver à avoir une information intéressante sur cette salinité, les variations interannuelles de la salinité, à partir des données SMOS. Donc, on aboutit aux spécifications de la mission qui sont indiquées ici, qui va caractériser un peu ce qu'il faudra qu'on arrive à avoir pour faire quelque chose d'utile, mieux que 0,1 PSU, quelque chose qui aille de 10 jours à 1 mois, et avec une échelle de l'ordre de 200 km. C'est les recommandations du groupe Godae, donc un groupe qui se réfléchit à ça. Bref, historique maintenant. Alors, je vous parle de radiométrie en bande L. Il faut quand même savoir que le premier instrument qui est volé en bande L, c'est Skylab, c'était en 1974.
Alors il avait une antenne qui n'était pas très grande, donc une résolution de l'ordre de 400 km, c'était pas terrible, mais ils ont quand même réussi, ça volait sur une semaine à peu près, hein. Ils ont réussi à voir que ça correspondait assez bien avec l'humidité superficielle, et ils ont réussi à faire des courbes, à relier, si vous voulez, l'humidité volumétrique à l'émissivité. Enfin, il y a eu les premiers travaux faits à cette époque-là. Ensuite, il y a eu le programme STAR, donc c'est un système à synthèse d'ouverture mais monodimensionnel qui a été mis au point aux États-Unis, et ils ont volé un certain nombre de fois sur les États-Unis avec, pareil, une amélioration des résultats. Là, on commence à avoir des courbes où le signal, on arrive à une bonne estimation de l'humidité à partir de ces données. Au niveau de salinité, pareil, il y a toujours Skylab, hein, le premier qui est volé. Donc, évidemment, 400 km, il y a facilement des côtes dans le coin, et ça perturbe le signal. Mais après, ils ont fait, toujours avec cet instrument STAR, ils ont fait des vols à différents endroits en mer, suivis par des bateaux, et on s'aperçoit que la mesure aéroportée et la mesure bateau collent quand même assez bien. Donc, c'est faisable. Et ça aboutit au premier projet, qui était un projet américain, de faire un système à synthèse d'ouverture monodimensionnelle dans l'espace. Donc, c'est à l'époque où on faisait la première proposition SMOS, grosso modo, et bon, eux, ils n'ont pas pris parce qu'il y avait des gros problèmes. Ils n'avaient qu'une incidence et qu'une polarisation, donc ils ne risquaient pas d'aller très loin. Quelques résultats pour montrer quand même que c'est faisable. Donc, je vous ai parlé d'ESTAR, un vol sur les États-Unis, il fait chaud et sec, et puis là, il a plu ici, donc on retrouve la pluie, ici, il a fait toujours chaud et sec, et puis après, la pluie, ici, ça commence à sécher, mais il a replu ici, etc. Ici, il a plu partout, et là, on commence à retrouver l'assèchement. Donc, vous voyez, c'est vraiment du quotidien, et l'évolution est assez rapide dans certains cas. En France, on a fait des essais aussi avec un simulateur de SMOS, ça c'était en 99. Vous voyez, vous retrouvez un peu ici la forme de SMOS. Et on avait préparé en Avignon un sol que vous voyez ici, donc il est monté sur une grue, où on arrosait là, le sol. Et là, il y a une piscine pour faire un étalonnage. Et bon, bien que l'instrument ait eu beaucoup de problèmes, parce que c'est encore un instrument qui a eu un sort bizarre, c'est-à-dire c'est l'ESA qui l'a fait. Et dans le contrat, il y avait marqué qu'il devait voler 2 fois. La première fois, il a volé, mais ils avaient laissé un capot dessus. Donc, évidemment, il n'a pas pu prendre beaucoup de données. Et quand il s'est posé, il s'est posé un peu brutalement, mais ils ne s'en sont pas rendus compte. Donc, ils ont retiré le capot, ils ont décollé. Et puis là, ils se sont aperçus qu'avec le choc, déjà, ils ne pouvaient plus le sortir hors de l'avion. C'était un C-130 pour regarder le sol, donc il a fallu le faire manuellement. Et puis qu'il y avait des trucs qui s'étaient dévissés dedans, donc ça ne marchait plus. Donc, ils l'ont reposé, puis ils ont dit, ben voilà, on a fait les 2 vols, le contrat est honoré, c'est bon. On peut le ranger dans la cave. Et ça, c'était en 96, je crois. Et puis, nous, comme on faisait la proposition SMO, c'est qu'on disait, mais il faut prouver votre concept. On a dit, bon, on va reprendre ça. Et avec l'aide de Matra, on a réparé, autant que faire se peut, ce système. On l'a fixé en Avignon grâce à l'INRA. On a fait ces mesures. Le Serfax a fait le traitement des données. Et bon, ça ne marchait pas parce il nous manquait la température de scène, donc il manquait une information, mais on a quand même réussi à générer des images où vous retrouvez les 2 bancs humides et le bout de la piscine ici. Bon, c'est pas très beau comme ça, mais c'est pas mal. Il faut voir quand même que c'était fixé sur la grue, que la grue se déplaçait sur le rail, ici, hein, comme un petit train, tchou. Ça se balançait, il y avait du vent. Enfin, c'est un bel exploit quand même. Bon, il y a eu des vols aéroportés, j'en parlerai pas. Et puis alors maintenant, on est en train d'installer un système assez perfectionné. C'est un radiomètre qui est installé près du FOGA. Ce radiomètre, il a quand même quelques caractéristiques, c'est qu'il est assez joli. Il est assez gros, il fait 3 mètres presque, et 200 kilos. Mais il a une qualité radiométrique assez exceptionnelle, et il tourne maintenant en continu, c'est-à-dire qu'il vise en permanence le sol que vous voyez là. Des 2 côtés, il fait des balayages et tout, il fait tout un tas de trucs tout seul, tout comme un grand. Et nous, on fait les mesures au sol, on fait les acquisitions de ce radiomètre. Et bon, voici deux exemples, hein, où ici vous avez un dessèchement. Alors, il y a une parcelle de sol nu et une parcelle de végétation sol nu. Et on voit les cycles diurnes, on voit le dessèchement, enfin bon, plein de choses intéressantes. Y compris, il a un peu gelé cette année à Toulouse, donc on voit ici les courbes. Tout ça pour vous dire qu'on travaille sur ces données. Et pour en revenir à ce radiomètre, il est tellement fin que, comme ici on est à l'OMP quand même, j'ai voulu mettre 1 ou 2 courbes. Ici, vous avez le signe qui passe dans l'objectif, donc on l'avait mis à garder en l'air tout le temps. Et on voit donc, c'est chaque jour, hein, les cycles diurnes. Donc vous voyez, petit a, il faut regarder l'échelle, hein, ici il y a 6,4 Kelvin,
Ici, il y a 7,4 Kelvin. Donc il y a 1 Kelvin là. Donc on suit ça, on voit que la source est polarisée, ça apparemment c'est une grande première. Et la répétabilité du signal, bien sûr. Et puis bon, ici, c'est quand on traverse la Voie lactée. Ici, c'est le soleil qui passe un peu dans un lobe, on voit quand même. Il y a une qualité du signal qui est assez extraordinaire, ce qui ne nous simplifie pas la tâche, parce que maintenant qu'on regarde les données sol, on voit plein de petites choses qu'on aurait allègrement aimé négliger, mais on ne peut plus, puisque c'est dans le signal maintenant. Donc, pourquoi SMOS? Je résume, l'humidité superficielle, c'est important, j'espère que vous avez compris. La salinité, c'est aussi important, j'espère que vous l'avez compris aussi. Maintenant, on va travailler avec une fréquence basse mais protégée, donc 1,4 GHz. On va essayer de séparer les différents contributeurs. Comme on ne peut pas mettre de bifréquence, c'est déjà assez lourd comme ça, on va utiliser du multi-angulaire. Il nous reste un dernier problème, la taille de l'aérien. Ce que vous avez caché volontairement depuis le début, c'est que la résolution d'un système comme ça était directement proportionnelle à deux choses. C'est la longueur d'onde et inversement proportionnelle au diamètre de l'aérien. Donc, pour avoir une bonne résolution, si on descend en longueur d'onde, il faut augmenter la taille de l'aérien. Donc, si on veut avoir 50 km, il faut une antenne qui fasse 8 mètres. Et ça, c'est pas pratique. Alors, les gens, ils ont réfléchi à ça, parce qu'évidemment, le problème est connu depuis longtemps. Alors, les Américains, ils ont deux trucs qu'ils ont mis au point. C'est les antennes gonflables. Ça fait rigoler les gens, mais non, c'est sérieux. Hein. Donc, ils ont une sorte de boudin, là, un tore. Ils compriment dans la capsule. Et puis, un peu comme une bouée, si vous voulez, d'enfant, là. Quand c'est en l'air, vous gonflez, puis ça fait une antenne. Bon, alors les gens ont dit, mais attendez, votre truc c'est bien, mais s'il y a une micrométéorite qui fait un trou dedans, comment vous mettez la rustine, tout ça fait une certaine polémique. Donc ils ont dit, d'accord, on va utiliser autre chose. On va utiliser, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, light wire mesh. C'est une sorte de grillage très léger, qui est tendu. Alors c'est un système assez simple, mais qui est comprimé, qui s'ouvre comme ça se tend. Il y a des fils de nylon qui donnent la courbure, et voilà, c'est parfait. Je vous montrerai une photo à la fin. Alors ça a l'air aussi un peu farfelu, mais je tiens quand même à vous dire que les Américains en ont un certain nombre qui tournent, qui font plus de 10 mètres, et qui écoutent soigneusement ce que vous racontez. Donc c'est faisable. Après, c'est la qualité radiométrique qui nous posera peut-être des problèmes. Et la dernière chose qu'ils envisagent, c'est Aquarius, c'est-à-dire une antenne de taille moyenne, mais donc avec une résolution dégradée, c'est les océanographes qui soignent surtout la radiométrie. Alors, il y a eu l'interféromètre monodimensionnel, je vous en ai montré une image tout à l'heure, c'est ESTAR, qui est le truc américain. Mais nous, en Europe, on est beaucoup plus futés. Et on a beaucoup réfléchi. Et alors, ce qu'on s'est dit, c'est que c'est bien leur truc indé, mais c'est pas. Nous, on va faire mieux, parce qu'un dé, c'est pas drôle. On va faire du 2D. Alors, pourquoi du 2D Je vous expliquerai après. Mais en fait, c'est plus vieux que ça. La première fois qu'on a commencé à parler de ça, c'était dans les années 91, je crois, et c'était un petit groupe de fous toulousains. Alors, il y avait les gens du Sarfax. C'était pas le Sarfax à l'époque. C'était l'OMP. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'était l'OMP. Et puis, il y avait les gens de Matra, et puis les gens du LERTZ, donc l'ex-CESBio. Et on avait pondu un truc à l'ESA, et ça avait assez bien marché, et c'était quelque chose qui s'appelait MIRAS. C'est ce qui a donné lieu au simulateur que je vous ai montré tout à l'heure sur la grue. Puis on s'est dit, bon, c'est bien joli, mais c'était parti à l'ESA, et l'ESA, ils ont un peu la folie des grandeurs. Des fois, ils voulaient faire un MIRAS qui fasse avec des bras de 8 mètres de long, etc. Et on s'est dit, dans le cadre des Earth Explorers, ce serait peut-être bien de reposer ça, mais taille un peu plus raisonnable. Et c'est le projet SMOS. Alors en fait, on l'a proposé d'abord au CNES, au colloque de prospective de 97. Et ça a été accepté. Le CNES a dit, c'est très bien votre truc, mais on n'a pas assez de sous, donc il faut trouver d'autres gens. Donc on est allé le proposer à l'ESA, et ça a été sélectionné donc, en 98. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. L'interférométrie, je vais aller assez vite parce que le temps passe. Je suis trop bavard. Le principe, c'est très simple. C'est que vous regardez avec deux antennes qui sont séparées d'une certaine distance, et vous regardez comme dans les interférogrammes, vous regardez la cohérence entre les deux, et vous en déduisez le signal. Donc, grosso modo, si je veux faire ultra simple, la résolution d'un système avec deux antennes comme ça va être celle d'une antenne qui serait ici pour cette longueur, qui aurait cette dimension-là. Donc si je remplis tout, je vais échantillonner l'espace avec toutes les bonnes fréquences, et je vais pouvoir reconstruire une image qui sera équivalente à une antenne qui aurait cette dimension-là. Donc on va mettre plein de petites antennes à différents espacements pour bien échantillonner. Alors,
On arrive au concept donc là qui avait été pondu par l'année antérieure. Un triangulaire, parce que c'est le plus astucieux. Et on va regarder, on met des petites antennes partout ici, et on va donc échantillonner, et on regardera les corrélations entre toutes les paires, comme ça. Alors, si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, je vous rassure, Eric va vous faire une magnifique présentation dans quelques temps pour vous expliquer ça beaucoup mieux. C'est à la fois simple et compliqué. Grosso modo, ça revient à avoir une antenne qui aurait cette taille-là, point de vue résolution spatiale, mais sur le satellite, eh ben, on aura besoin de mettre ces petites antennes, ce qui va poser problème, puisqu'il faudra qu'elles soient aussi équivalentes les unes que les autres. Le problème quand même, parce que dans la nature, on ne peut pas gagner sur tous les plans, c'est que, évidemment, la surface interceptée par toutes ces petites antennes correspond à ceci, et la résolution correspondra à cela. Donc, évidemment, il va y avoir une perte, et cette perte, on va l'avoir sous forme de sensibilité, c'est-à-dire que la sensibilité de nos systèmes sera liée à cette taille-là et pas à celle-là. Donc, ça va être un peu plus difficile. Mais on aura la résolution radiométrique. Et on a d'autres choses en plus. Ici, c'est grosso modo ce qu'on voit au sol avec ce système. Je vous expliquerai mieux tout à l'heure comment, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est acquis ça, chaque fois. Et ça, ce n'est pas un pixel, c'est l'ensemble des pixels. C'est-à-dire que mon système, il va imaginer vraiment une scène à un instant T. Et donc là, j'ai plein de pixels. C'est ma scène. Je vois tout. Et ça, c'est un temps d'intégration. Donc pour nous, ce sera de l'ordre de 2,4 secondes. Je vais faire cette image. Et puis le temps d'intégration suivant, 2,4 secondes plus tard, donc à peu près 20 km plus loin, je vais refaire la même image, mais décalée de 20 km, et ainsi de suite. Donc mon satellite, lui, il va faire cette mesure, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, c'est une mesure qui se propage. Donc un point que je vois à la surface ici, je vais le voir avec un angle d'incidence ici, par exemple 55 degrés, loin devant, puis 2-4 secondes après, je le vois ici, puis ici, puis ici, puis ici, etc. Donc tout point dans ma trajectoire va passer ici et va être vu avec tout un tas d'angles d'incidence. Et vous avez immédiatement compris, je le vois avec deux polarisations, des angles d'incidence. Donc je vais construire les courbes que je vous avais montrées tout à l'heure. Et ces courbes vont me permettre de séparer à la fois l'humidité du sol et le contenu en eau de la végétation. Donc je multiplie les mesures pour arriver à séparer les variables. Voilà le principe, en deux mots. Ça, je vais peut-être laisser le soin à Eric d'en parler. Évidemment, quand on fait ce genre de choses, il y a de l'aliasing. Donc il y a des zones qui se répercutent, qu'on voit ici. Alors ça, c'est dans le plan des cosinus directeurs. On a une zone ici qui est visualisée et elle va se répliquer ici. Donc, au milieu, j'aurai plein d'alias, c'est-à-dire que je vais voir ici dupliquer celui-ci, etc. Dans ce cas particulier qui a été pris, qui est un mauvais cas, 1,2 d'écartement, je vais ne pas avoir de zone sans alias. En jouant sur l'écartement des éléments, vous aviez vu tout à l'heure le terme de lambda sur 2 bien connu, là, je vais avoir une zone sans alias ici. Et comme moi, je vais imager la Terre qui est chaude, en fait, ça, c'est le champ de vue, mais dedans, j'aurai ma Terre qui sera ici. Le reste est relativement froid. Si je le connais, je pourrais le déduire. Donc, je réduis encore ma zone d'alias. Et j'arrive à avoir une image qui ressemble à ça. Ça, c'est ce qui est vu à un instant donné. Donc, vous retrouvez cette forme compliquée là qui est liée aux alias de la Terre ici. On retire une petite zone de sécurité pour être sûr de ne pas être trop perturbé par les phénomènes de Gibbs et autres. Et j'ai mon champ de vue ici. Et comme je veux une résolution de 50 km, je vais dire que je mets la limite au niveau 50 km, donc je ne considérerai pas ceci et ceci. Comme je veux que la déformation de mes pixels ne soit pas supérieure à 1,5 en termes d'ellipse, je vais mettre une autre limite ici qui joue très peu. Et j'arrive à définir ma zone. Et je vois les angles d'incidence ici qui sont impliqués, qui sont représentés jusqu'à 55 degrés. Et ici, une trajectoire typique de pixels. Voilà mon image. Voilà ce que je vais utiliser pour mes inversions. Alors, on a donc, en résumé, un système qui va imager ceci. Là, vous avez des représentations de la taille des pixels approximatives. La taille moyenne du pixel sera de 43 km, mais elle variera en fait de l'ordre de 30 à 50. J'en vois une toutes les 2,4 secondes, donc 1,2 secondes par polarisation. Et je vois ça, tout l'ensemble du globe, avec ceci, tous les 3 jours maximum. C'est-à-dire tous les 3 jours à l'équateur, et plus souvent quand je monte en latitude. Alors, bon, des problèmes un peu compliqués, évidemment, comme on regarde avec une polarisation, comme la Terre est ronde et qu'on regarde avec des angles, les polarisations tournent et il y a des zones ambiguës. Bon, je passe. Voilà le système, ce à quoi il pourrait ressembler. Pour tenir dans le satellite, on replie les bras pour le lancement. Donc ça, c'est la charge utile. En dessous, il y a un cube Proteus qui va porter tout ça. J'ai 3 bras avec mes petits éléments qui sont séparés de 0,8 lambda.
Ici, j'ai la partie centrale. Ici, j'ai deux capteurs qui voient le fond pour me donner ma température de référence. La bande X pour redescendre le signal. Les deux systèmes qui regardent les étoiles pour se positionner. Voilà mon système, plié, déplié, et comment il tient dans le lanceur Rocotte, qui est un SS20 reconverti. Comme quoi. Bon, voilà, en deux mots la mission SMOS, donc ESA CNES CDTI, prévu lancement en février 2007, et une vue d'artiste, donc la plateforme Proteus, les panneaux solaires, la charge utile. Ça, c'est les caractéristiques. L'orbite est de 755 km pour avoir le cycle de 3 jours. Il y a un angle d'incidence qui est fixé de 30 degrés, donc on décale toute la vue vers l'avant pour avoir plus d'angle d'incidence, de 33 degrés, et l'écartement des éléments. C'est réel, ça existe. Voici les essais de déploiement du bras en chambre propre. Donc, vous voyez un bras, c'est gros, hein. Voici les essais du système. Donc un bras assemblé au sol et vu. Comment vont se passer le flot des données? Je vais aller très vite. Le capteur est ici. Il est piloté par des stations qui vont lui envoyer les télécommandes télémesure. Alors ça, c'est du jargon des gens des agences spatiales. Vous verrez que le nombre de sigles à la minute est largement supérieur au volume des données. Bon, c'est pas la peine, mais bon, ça veut dire housekeeping télémesure, par exemple. Grosso modo, c'est la santé du satellite. Ce qui nous intéresse, c'est ici. Les données vont arriver à un centre qui s'appelle le PDPC, qui est le centre de traitement des données de la charge utile, et qui sera très vraisemblablement situé à Villafranca, donc une station de réception ESA en Espagne, où seront faits les traitements du niveau 0, c'est-à-dire le brut qui arrive, jusqu'au niveau 2, c'est-à-dire le premier produit de géophysique. Grosso modo, une seule unité, mais sans agrégation spatio-temporelle, donc avec une résolution PSU très faible, hein, on pense 1 à 2 PSU, ce qui n'est pas beaucoup, mais la pleine résolution spatiale, et un produit humidité des sols aussi, où on n'aura pas pu utiliser les acquisitions d'avant, donc de qualité bonne, mais pas aussi bonne que ce qu'on pourrait faire. Et après, il y aura la distribution vers les utilisateurs, bien sûr, mais il y aura un centre de traitement qui sera à Toulouse, cette fois-ci, qui s'appelle, ce nom barbare aussi, CATS. Alors ça veut dire Central de traitement des données SMOS, vous voyez, c'est le seul sigle en français dans toute la bande. Et lui, il va faire les traitements des niveaux 3 et possiblement 4. Alors, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui se développera un peu comme le Polycarp, pour ceux qui se connaissent, avec des laboratoires qui donneront et qui interagiront directement avec ce centre pour la mise au point des produits avant leur diffusion. Tout ceci est évidemment en cours de discussion. Bon, ceci, c'est pas. Alors maintenant, ben voilà, c'est parfait, tout marche bien, mais enfin, c'est pas si simple. Je vous ai parlé du rayonnement galactique. Voici ce qui existe. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Pourquoi la bande est protégée? Parce que ça sert à quelque chose. À quoi sert-elle? Elle sert à regarder les planètes, enfin les corps célestes. Parce qu'il y a des émissions en bandelle non négligeables, ça arrête l'hydrogène. Donc il y a des émissions. Là, vous reconnaissez la Voie lactée, bien sûr. Et là, par exemple, c'est le signe. Ça émet. Ça émet un paquet. Et sur Terre, il faudra peut-être en tenir compte, c'est pas sûr. Mais sur mer, il faudra en tenir compte. C'est-à-dire que ce signal, vous le voyez, hein, supérieur à 5 Kelvin. Ce n'est pas du tout négligeable, même après réflexion sur la surface océanique. Autre problème, c'est une bande protégée, certes. Seulement, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à émettre quand c'est protégé. Et ça, c'est des gens pas gentils. Mais il est très difficile de faire respecter l'ordre. Ici, ça a été enregistré pendant un vol, là. Au-dessus, vous connaissez facilement Toulouse. Ici, Blagnac. Ben, Toulouse et Blagnac, c'est Cacaboudin. Voilà ce qui. On a du 900 Kelvin là, qui sort de Toulouse. Et c'est totalement illégal, bien sûr. Mais partout, hein, même dans les Pyrénées, vous avez encore des émetteurs. Alors, je vous signale ici que l'Anne-Mesan se voit très bien. Deuxième problème, la résolution. J'ai parlé de 43 km, 50 km. Comment est-ce qu'on peut moyenner une résolution? Donc, avoir une information, alors là, c'est un bassin versant, mais en fait, c'est un pixel, ça revient un peu au même. Comment transformer ça en ça de manière utile? C'est pas évident. Alors, il y a déjà des travaux qui partent là-dessus. Les gens couplent des modèles numériques de terrain, des modèles avec la qualité, la profondeur des sols, etc. Ils utilisent des modèles couplés avec un SVAT et un modèle hydrologique. Et en fait, ils font de la désagrégation du pixel pour obtenir quelque chose. Si vous voulez, vous avez une humidité globale et vous dites l'humidité va s'écouler, ceci, cela. Il y a la plante qui va pomper ici et là. Et je vais
désagréger ça. Donc à partir de connaissances externes, je vais dire où se trouve mon humidité. Donc, voici un petit exemple de travaux qui ont été faits. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est en désagrégeant, en utilisant que la topographie. Et ça, la topographie, la profondeur des sols. Et maintenant, l'étape, c'est évidemment de mettre la végétation là-dessus, qui va jouer son rôle. Le relief, à partir de quel moment le relief va jouer un rôle? Évidemment, on travaille en angulaire. Donc ça marche bien quand c'est plat. Mais à partir du moment où il y a des pentes, notre angulaire, il faut le prendre en compte. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, plus les montagnes, c'est comme du rugueux, si vous voulez. Ça va mélanger des signaux à plein d'incidences différentes. Et il va falloir le prendre en compte. Donc pour l'instant, ce qu'on regarde, c'est à partir de quel moment le relief joue un rôle. Et en fait, on s'aperçoit qu'il met assez longtemps avant de commencer à jouer un rôle. Et c'est vraiment quand on est dans les zones de distribution de pente comme celle-ci, là, un peu en chapeau chinois, que ça joue un rôle et qu'on peut le modéliser, mais bien sûr, ça se traduira par une perte de sensibilité du signal. Enfin, dernière question, je vous ai parlé de la mesure donc radiométrique, c'est la surface. Qu'est-ce qui se passe dans la zone racinaire? C'est ce qui nous intéresse. Et pour ça, on utilise des modèles d'assimilation pour déduire à partir des mesures de la zone superficielle et de son évolution temporelle ce qui se passe en profondeur en utilisant des modèles. Donc ça a été déjà essayé, testé plusieurs fois par la météo. Donc on a des modèles de SVAT. On regarde, on en déduit des températures et d'humidité de surface. On utilise un modèle de transfert radiatif. On a une luminance qu'on compare à la T-détection et on boucle et on ajuste. Et avec ça, on arrive à restituer l'humidité dans la zone profonde, comme le montre cet exemple en Avignon, où vous avez en haut l'évolution de l'humidité de surface par le modèle et la mesure. Et ici, pour la zone profonde, et vous voyez que ça marche presque mieux, on arrive à parfaitement suivre les déplétions dans la zone racinaire avec cette assimilation du signal, les pluies étant représentées par des vagues. Pour les océans, les problèmes sont un peu plus compliqués. On a des modèles pour les océans, mais ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Et il y a des différences. Vous voyez, ça, c'est différents modèles pour différents types de vagues, des modèles d'émissivité. Et vous voyez, les différences ne sont pas énormes. On va parler de quelque chose de l'ordre de 0,2 Kelvin. Mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, 0,2 Kelvin, ça commence à faire un paquet de PSU, donc de salinité. Et il va falloir arriver à résoudre ce problème donc par un affinement des modèles de constante diélectrique et puis par surtout la prise en compte des vagues. Bon. Donc maintenant, on se pose vraiment les questions de savoir qu'est-ce qu'on pourra faire avec la salinité. Est-ce qu'on arrivera à obtenir un signal utile en salinité? Et toutes les études sont maintenant vers ceci. Je vous ai montré tout à l'heure les besoins quand on les utilise dans les modèles. Il y a d'autres gens qui travaillent sur l'assimilation, notamment l'EGOS de ces données, et quelle est la qualité des données qui ont besoin de mettre en entrée de l'assimilation pour avoir des résultats qui apportent vraiment une amélioration. Et par ailleurs, on regarde quels sont les bruits, parce qu'il faut s'intéresser à la plateforme aussi, quels sont les bruits qu'on peut tolérer, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la plateforme, et donc les écarts types qui sont à prendre en compte. Alors, on suppose qu'on peut moyenner les erreurs. On est en train de séparer les erreurs systématiques des erreurs aléatoires, celles qui peuvent se moyenner, celles qui s'additionnent, celles qu'on peut retirer, comme les biais, enfin, etc. Et on regarde jusqu'où on peut pas aller. Et pour l'instant, on arrive à quelque chose qui nous indique qu'on arrivera à le faire, mais on est vraiment en limite. Donc, soit on pourra améliorer, soit on sera en limite. Mais c'est du faisable. Dernière chose, l'étalonnage. Je vais terminer avec ça assez rapidement. D'abord, le principe de base, c'est que si on arrive à étalonner sur terre, on est tranquille. Donc ça réduit un peu les problèmes. Et ce qu'on regarde, c'est à part l'étalonnage bord classique, on va regarder tout un tas de choses. Le soleil, pourquoi pas viser le soleil? Le problème du soleil, c'est qu'évidemment, on va changer. Il va falloir, le satellite regarde la Terre, évidemment. On veut regarder le soleil, donc il va falloir se tourner sur le côté. On va changer tout l'équilibre thermique du satellite. Donc ça, il faudra le prendre en compte de manière astucieuse, ce qui n'est pas évidemment pas très évident. On a pensé à la Lune c'est très bien, sauf qu'on verra à peu près rien comme signal. La Lune, elle fait 1/4 de degré d'ouverture, et elle n'émet pas beaucoup, donc ça va être très difficile, la Lune. Et le ciel, on pense utiliser le ciel pour faire au moins l'étalonnage absolu. Le problème de l'étalonnage est assez compliqué parce que mes petites antennes, à chaque fois, elles voient toute la Terre et un peu de ciel. Je n'ai pas, comme en étalonnage classique, vous dites je passe au-dessus du désert, hop, je mesure la valeur et je sais combien c'est. Là, chaque antenne, elle va mesurer un très grand champ. Et après, si je veux aller au niveau du pixel, j'ai toute la reconstruction derrière, donc il y a d'autres phénomènes à prendre en compte. C'est pour ça que ce n'est pas simple. Donc on s'aventure, nous, vers de nouvelles voies. Et l'idée, c'est de faire de l'assimilation directe des données. Alors il y a tout un tas de bouées, de bateaux, de systèmes qui mesurent la salinité sur les océans, avec différents types de températures pour les océans. Donc on va faire la stabilité par le suivi temporel de zones, même quitte à extrapoler vers les valeurs de température de brillance les plus faibles.
Donc aller à chaque fois pour une zone donnée vers le bas de l'histogramme, c'est les méthodes dites de Roof. Et ensuite, on va dire, il y a plein de systèmes qui naviguent là-dedans, et on va reprendre toutes ces données. Alors il y a des bouées, alors il y en a qui apparaissent tous les 10 jours, il y en a qui sont là en permanence, mais qui fonctionnent qu'à des endroits bien définis, etc. Bon, avec SMOS, on a calculé qu'on enverrait de l'ordre de plus de 100 par si vous voulez. Il va falloir bien connaître la température de surface. Il va falloir être capable de caractériser les effets atmosphériques, que ce soit les effets classiques, mais aussi les effets un peu irréguliers et mal connus, comme la pluie, etc. Il va falloir être capable de prendre en compte la réflexion du Soleil et de certaines autres sources, telles que la Lune. Il va falloir être capable de corriger les effets ionosphériques, la rotation de Faraday, et corriger le fond, si vous voulez, cosmique. Il va falloir mettre au point des algorithmes assez performants, et il va falloir être capable de faire une calibration, un étalonnage absolu de ce système. Donc, pour résumer, sur les océans, j'ai différents contributeurs: la température, la salinité et l'état de surface, et les effets perturbateurs, en plus donc du vent et de ceux qui vont modifier les états de surface, ça va être l'atmosphère, le taux d'électrons, donc l'ionosphère, l'effet Faraday, et le bruit galactique. Et le but, donc, c'est l'ordre de 4 centièmes de Kelvin pour être à 0,1 PSU à 283 Kelvin. Donc, un cas assez favorable. Eh bien, à partir de là, quand même, on regarde ce qu'on pourrait faire avec les données SMOS, et l'équipe de CLS s'est pas mal penchée dessus, et elle a regardé, donc, à partir toujours de notre ami Levitus, il regarde différents modèles, et les différences entre les modèles, donc la manière dont ils agréent entre eux, est déjà largement supérieure à ce qu'on peut faire avec SMOS. Donc rien que là, on pourra arriver à lever des ambiguïtés sur les modèles. Ensuite, on regarde par exemple ici l'influence des champs de pluie sur les mesures, et on s'aperçoit que les erreurs, à nouveau, quand on fait la différence, c'est de l'ordre de plusieurs dixièmes de PSU. Donc on va avoir à nouveau un apport au niveau de la mission. Bien que Et enfin, c'est les variations saisonnières et interannuelles. Donc là, on va rechercher des signaux plus fins, mais on est capable de moyenner sur de plus longues périodes de temps. Donc on s'aperçoit encore qu'on pourra probablement arriver à avoir une information intéressante sur cette salinité, les variations interannuelles de la salinité, à partir des données SMOS. Donc on aboutit aux spécifications de la mission qui sont indiquées ici, qui va caractériser un peu ce qu'il faudra qu'on arrive à avoir pour faire quelque chose d'utile, mieux que 0,1 PSU, quelque chose qui aille de 10 jours à 1 mois, avec une échelle de l'ordre de 200 km. C'est les recommandations du groupe Godae, donc un groupe qui se réfléchit à ça. Bref historique maintenant. Alors je vous parle de radiométrie en bandelle. Il faut quand même savoir que le premier instrument qui est volé en bandelle, c'est Skylab, c'était en 1974. Alors il avait une antenne qui n'était pas très grande, donc une résolution de l'ordre de 400 km, c'est pas terrible. Mais ils ont quand même réussi, ça volait une semaine à peu près. Ils ont réussi à voir que ça correspondait assez bien avec l'humidité superficielle, et ils ont réussi à faire des courbes, à relier, si vous voulez, l'humidité volumétrique à l'émissivité. Enfin, il y a eu les premiers travaux faits à cette époque-là. Ensuite, il y a eu le programme STAR, donc c'est un système à synthèse d'ouverture mais monodimensionnel qui a été mis au point aux États-Unis, et ils ont volé un certain nombre de fois sur les États-Unis avec, pareil, une amélioration des résultats. Là, on commence à avoir des courbes où le signal, on arrive à une bonne estimation de l'humidité à partir de ces données. Au niveau de salinité, pareil, il y a toujours Skylab, le premier qui est volé. Donc, évidemment, 400 km, il y a facilement des côtes dans le coin, et ça perturbe le signal. Mais après, ils ont fait, toujours avec cet instrument STAR, ils ont fait des vols à différents endroits en mer, suivis par des bateaux, et on s'aperçoit que la mesure aéroportée et la mesure bateau collent quand même assez bien. Donc, c'est faisable. Et ça aboutit au premier projet, qui était un projet américain, de faire un système à synthèse d'ouverture monodimensionnelle dans l'espace. Donc, c'est à l'époque où on faisait la première proposition SMOS, grosso modo, et bon, eux, c'est pas pris parce qu'il y avait des gros problèmes. Ils n'avaient qu'une incidence et qu'une polarisation, donc ils ne risquaient pas d'aller très loin. Quelques résultats pour montrer quand même que c'est faisable. Donc, je vous ai parlé d'ESTAR, un vol sur les États-Unis, il fait chaud et sec, et puis là, il a plu ici. Donc on retrouve la pluie, ici il a fait toujours chaud et sec. Et puis après la pluie, ici ça commence à sécher, mais il a replu ici, etc. Ici il a plu partout. Et là on commence à retrouver l'assèchement. Donc vous voyez, c'est vraiment du quotidien, et l'évolution est assez rapide dans certains cas.
En France, on a fait des essais aussi avec un simulateur de SMOS, ça c'était en 99. Vous voyez, vous retrouvez un peu ici la forme de SMOS. Et on avait préparé en Avignon un sol que vous voyez ici, donc il est monté sur une grue, où on arrosait là, le sol. Et là, il y a une piscine pour faire un étalonnage. Et bon, bien que l'instrument ait eu beaucoup de problèmes, parce que c'est encore un instrument qui a eu un sort bizarre, c'est-à-dire c'est l'ESA qui l'a fait. Et dans le contrat, il y avait marqué qu'il devait voler 2 fois. La première fois, il a volé, mais ils avaient laissé un capot dessus. Donc, évidemment, il n'a pas pu prendre beaucoup de données. Et quand il s'est posé, il s'est posé un peu brutalement, mais ils ne s'en sont pas rendus compte. Donc ils ont retiré le capot, ils ont décollé. Et puis là, ils se sont aperçus qu'avec le choc, déjà, ils ne pouvaient plus le sortir hors de l'avion. C'était un C-130 pour regarder le sol, donc il a fallu le faire manuellement. Et puis qu'il y avait des trucs qui s'étaient dévissés dedans, donc ça ne marchait plus. Donc ils l'ont reposé, puis ils ont dit, ben voilà, on a fait les 2 vols, le contrat est honoré, c'est bon. On peut le ranger dans la cave. Et ça, c'était en 96, je crois. Et puis nous, comme on faisait la proposition SMO, c'est qu'on disait, mais il faut prouver votre concept. On a dit, bon, on va reprendre ça. Et avec l'aide de Matra, les gens de Matra, on a réparé autant que faire se peut ce système. On l'a fixé en Avignon grâce à l'INRA. On a fait ces mesures. Le Serfax a fait le traitement des données. Et bon, ça ne marchait pas parce il nous manquait la température de scène, donc il manquait une information. Mais on a quand même réussi à générer des images où vous retrouvez les 2 bancs humides et le bout de la piscine ici. Bon, c'est pas très beau comme ça, mais c'est pas mal. Il faut voir quand même que c'était fixé sur la grue, que la grue se déplaçait sur le rail, ici, hein, comme un petit train, tchou. Ça se balançait, il y avait du vent. Enfin, c'est un bel exploit quand même. Bon, il y a eu des vols aéroportés, j'en parlerai pas. Et puis alors maintenant, on est en train d'installer un système assez perfectionné. C'est un radiomètre qui est installé près du FOGA. Ce radiomètre, il a quand même quelques caractéristiques, c'est qu'il est assez joli, il est assez gros, il fait 3 mètres presque, et 200 kilos. Mais il a une qualité radiométrique assez exceptionnelle, et il tourne maintenant en continu, c'est-à-dire qu'il vise en permanence le sol que vous voyez là, des 2 côtés, il fait des balayages et tout, il fait tout un tas de trucs tout seul comme un grand. Et nous, on fait les mesures au sol, on fait les acquisitions de ce radiomètre, et bon, voici deux exemples, où ici vous avez un dessèchement. Alors il y a une parcelle de sol nu et une parcelle de végétation sol nu, et on voit les cycles diurnes, on voit le dessèchement, enfin bon, plein de choses intéressantes, y compris il a un peu gelé cette année à Toulouse, donc on voit ici les courbes. Tout ça pour vous dire qu'on travaille sur ces données, et pour en venir à ce radiomètre, il est tellement fin que, comme ici on est à l'OMP quand même, j'ai voulu mettre 1 ou 2 courbes. Ici vous avez le signe qui passe dans l'objectif, donc on l'avait mis à garder en l'air tout le temps. Et on voit donc c'est chaque jour les cycles diurnes. Donc vous voyez, petit a, il faut regarder l'échelle. Ici, il y a 6,4 Kelvin. Ici, il y a 7,4 Kelvin. Donc il y a 1 Kelvin là. Donc on suit ça. On voit que la source est polarisée. Ça, apparemment, c'est une grande première. Et la répétabilité du signal, bien sûr. Et puis bon, ici, c'est quand on traverse la Voie lactée. Ici, c'est le soleil qui passe un peu dans un lobe. On voit quand même. Il y a une qualité du signal qui est assez extraordinaire, ce qui ne nous simplifie pas la tâche, parce que maintenant qu'on regarde les données sol, on voit plein de petites choses qu'on aurait allègrement aimé négliger, mais on ne peut plus, puisque c'est dans le signal maintenant. Donc, pourquoi SMOS? Je résume, l'humidité superficielle, c'est important, j'espère que vous avez compris. La salinité, c'est aussi important, j'espère que vous l'avez compris aussi. Maintenant, on va travailler avec une fréquence basse mais protégée, donc 1,4 GHz. On va essayer de séparer les différents contributeurs. Comme on ne peut pas mettre de bifréquence, c'est déjà assez lourd comme ça, on va utiliser du multi-angulaire. Il nous reste un dernier problème, la taille de l'aérien. Ce que vous avez caché volontairement depuis le début, c'est que la résolution d'un système comme ça était directement proportionnelle à 2 choses. C'est la longueur d'onde et inversement proportionnelle au diamètre de l'aérien. Donc, pour avoir une bonne résolution, si on descend en longueur d'onde, il faut augmenter la taille de l'aérien. Donc, si on veut avoir 50 km, il faut une antenne qui fasse 8 mètres. Et ça, c'est pas pratique. Alors, les gens, ils ont réfléchi à ça, parce qu'évidemment, le problème est connu depuis longtemps. Alors, les Américains, ils ont 2 trucs qu'ils ont mis au point. C'est les antennes gonflables. Ça fait rigoler les gens, mais non, c'est sérieux. Donc, ils ont une sorte de boudin, là, un tore. Ils compriment dans la capsule. Et puis, un peu comme une bouée, si vous voulez, d'enfant, là. Quand c'est en l'air, vous gonflez, puis ça fait une antenne.
Bon, alors les gens ont dit, mais attendez, votre truc c'est bien, mais s'il y a une micrométéorite qui fait un trou dedans, comment vous mettez la rustine, tout ça, ça fait une certaine polémique. Donc ils ont dit, d'accord, on va utiliser autre chose. On va utiliser, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, light wire mesh. C'est une sorte de grillage très léger, qui est tendu. Alors c'est un système assez simple, mais qui est comprimé, qui s'ouvre comme ça se tend. Il y a des fils de nylon qui donnent la courbure, et voilà, c'est parfait. Je vous montrerai une photo à la fin. Alors ça a l'air aussi un peu farfelu, mais je tiens quand même à vous dire que les Américains en ont un certain nombre qui tournent, qui font plus de 10 mètres, et qui écoutent soigneusement ce que vous racontez. Donc c'est faisable. Après, c'est la qualité radiométrique qui nous posera peut-être des problèmes. Et la dernière chose qu'ils envisagent, c'est Aquarius, c'est-à-dire une antenne de taille moyenne, mais donc avec une résolution dégradée, c'est des océanographes qui soignent surtout la radiométrie. Alors, il y a eu l'interféromètre monodimensionnel, je vous en ai montré une image tout à l'heure, c'est ESTAR, qui est le truc américain. Et mais nous, en Europe, on est beaucoup plus futés. Et on a beaucoup réfléchi. Et alors, ce qu'on s'est dit, c'est que c'est bien leur truc 1D, mais c'est pas. Nous, on va faire mieux, parce qu'un D, c'est pas drôle. On va faire du 2D. Alors, pourquoi du 2D Je vous expliquerai après. Mais en fait, c'est plus vieux que ça. La première fois qu'on a commencé à parler de ça, c'était dans les années 91, je crois, et c'était un petit groupe de fous toulousains. Alors, il y avait les gens du Sarfax. C'était pas le Sarfax à l'époque. C'était l'OMP. Aïe, aïe, aïe. Donc c'était l'OMP, et puis il y avait les gens de Matra, et puis les gens du LERTS, donc l'ex-CESBio. Et on avait pondu un truc à l'ESA, et ça avait assez bien marché, et c'était quelque chose qui s'appelait MIRAS. C'est ce qui a donné lieu au simulateur que je vous ai montré tout à l'heure sur la grue. Puis on s'est dit, bon, c'est bien joli, mais c'était parti à l'ESA, et l'ESA, ils ont un peu la folie des grandeurs. Des fois, ils voulaient faire un MIRAS qui fasse avec des bras de 8 mètres de long, etc. Et on s'est dit, dans le cadre des Earth Explorers, ce serait peut-être bien de reposer ça, mais taille un peu plus raisonnable, et c'est le projet SMOS. Alors en fait, on l'a proposé d'abord au CNES, en colloque de prospective de 97, et ça a été accepté, et le CNES a dit, c'est très bien votre truc, mais on n'a pas assez de sous, donc il faut trouver d'autres gens. Donc on est allé le proposer à l'ESA, et ça a été sélectionné donc, en 98. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. L'interférométrie, je vais aller assez vite, puisque le temps passe. Je suis trop bavard. Le principe, c'est très simple. C'est que vous regardez avec deux antennes, qui sont séparées à une certaine distance, et vous regardez comme dans les interférogrammes, vous regardez la cohérence entre les deux, et vous en déduisez le signal. Donc, grosso modo, si je veux faire ultra simple, la résolution d'un système avec deux antennes comme ça va être celle d'une antenne qui serait ici pour cette longueur, qui aurait cette dimension-là. Donc, si je remplis tout, je vais échantillonner l'espace avec toutes les bonnes fréquences, et je vais pouvoir reconstruire une image qui sera équivalente à une antenne qui aurait cette dimension-là. Donc on va mettre plein de petites antennes à différents espacements pour bien échantillonner. Alors, on arrive au concept donc là qui avait été pondu par l'année antérieure, un triangulaire parce que c'est le plus astucieux, et on va regarder, on met des petites antennes partout ici, et on va donc échantillonner, et on regardera les corrélations entre toutes les paires comme ça. Alors, si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, je vous rassure, Eric va vous faire une magnifique présentation dans quelques temps pour vous expliquer ça beaucoup mieux. C'est à la fois simple et compliqué. Grosso modo, ça revient à avoir une antenne qui aurait cette taille-là, point de vue résolution spatiale, mais sur le satellite, on n'aura besoin que de mettre que ces petites antennes, ce qui va poser problème, puisqu'il faudra qu'elles soient aussi équivalentes les unes que les autres. Le problème quand même, parce que dans la nature, on ne peut pas gagner sur tous les plans, c'est que, évidemment, la surface interceptée par toutes ces petites antennes correspond à ceci, et la résolution correspondra à cela. Donc évidemment, il va y avoir une perte, et cette perte, on va avoir sous forme de sensibilité, c'est-à-dire que la sensibilité de nos systèmes sera liée à cette taille-là et pas à celle-là. Donc, ça va être un peu plus difficile. Mais on aura la résolution radiométrique. Et on a d'autres choses en plus. Ici, c'est grosso modo ce qu'on voit au sol avec ce système. Je vous montrerai je vous expliquerai mieux tout à l'heure comment, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est acquis ça, chaque fois. Et ça, ce n'est pas un pixel, c'est l'ensemble des pixels. C'est-à-dire que mon système, il va imaginer vraiment une scène à un instant T. Et donc là, j'ai plein de pixels. C'est ma scène. Je vois tout. Et ça, c'est un temps d'intégration. Donc pour nous, ce sera de l'ordre de 2,4 secondes. Je vais faire cette image. Et puis le temps d'intégration suivant, 2,4 secondes plus tard, donc à peu près 20 km plus loin,
je vais refaire la même image, mais décalée de 20 km, et ainsi de suite. Donc mon satellite, lui, il va faire cette mesure, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, c'est une mesure qui se propage. Donc un point que je vois à la surface ici, je vais le voir avec un angle d'incidence ici, par exemple 55 degrés, loin devant, puis 2-4 secondes après, je le vois ici, puis ici, puis ici, puis ici, etc. Donc tout point dans ma trajectoire va passer ici et va être vu avec tout un tas d'angles d'incidence. Et vous avez immédiatement compris, je le vois avec deux polarisations, des angles d'incidence. Donc je vais construire les courbes que je vous avais montrées tout à l'heure. Et ces courbes vont me permettre de séparer à la fois l'humidité du sol et le contenu en eau de la végétation. Donc je multiplie les mesures pour arriver à séparer les variables. Voilà le principe, en deux mots. Ça, je vais peut-être laisser le soin à Eric d'en parler. Évidemment, quand on fait ce genre de choses, il y a de l'aliasing. Donc il y a des zones qui se répercutent, qu'on voit ici. Alors ça, c'est dans le plan des cosinus directeurs. On a une zone ici qui est visualisée et elle va se répliquer ici. Donc, au milieu, j'aurai plein d'alias, c'est-à-dire que je vais voir ici dupliquer celui-ci, etc. Dans ce cas particulier qui a été pris, qui est un mauvais cas, 1,2 d'écartement, je vais ne pas avoir de zone sans alias. En jouant sur l'écartement des éléments, vous aviez vu tout à l'heure le terme de lambda sur 2 bien connu, là, je vais avoir une zone sans alias ici. Et comme moi, je vais imager la Terre qui est chaude, en fait, ça, c'est le champ de vue, mais dedans, j'aurai ma Terre qui sera ici. Le reste est relativement froid. Si je le connais, je pourrais le déduire. Donc, je réduis encore ma zone d'alias. Et j'arrive à avoir une image qui ressemble à ça. Ça, c'est ce qui est vu à un instant donné. Donc, vous retrouvez cette forme compliquée là qui est liée aux alias de la Terre ici. On retire une petite zone de sécurité pour être sûr de ne pas être trop perturbé par les phénomènes de Gibbs et autres. Et j'ai mon champ de vue ici. Et comme je veux une résolution de 50 km, je vais dire que je mets la limite au niveau 50 km, donc je ne considérerai pas ceci et ceci. Comme je veux que la déformation de mes pixels ne soit pas supérieure à 1,5 en termes d'ellipse, je vais mettre une autre limite ici qui joue très peu. Et j'arrive à définir ma zone. Et je vois les angles d'incidence ici qui sont impliqués, qui sont représentés jusqu'à 55 degrés. Et ici, une trajectoire typique de pixels. Voilà mon image. Voilà ce que je vais utiliser pour mes inversions. Alors, on a donc, en résumé, un système qui va imager ceci. Là, vous avez des représentations de la taille des pixels approximatives. La taille moyenne du pixel sera de 43 km, mais elle variera en fait de l'ordre de 30 à 50. J'en vois une toutes les 2,4 secondes, donc 1,2 secondes par polarisation. Et je vois ça, tout l'ensemble du globe, avec ceci, tous les 3 jours maximum. C'est-à-dire tous les 3 jours à l'équateur, et plus souvent quand je monte en latitude. Alors, bon, des problèmes un peu compliqués, évidemment, comme on regarde avec une polarisation, comme la Terre est ronde et qu'on regarde avec des angles, les polarisations tournent et il y a des zones ambiguës. Bon, je passe. Voilà le système, ce à quoi il pourrait ressembler. Pour tenir dans le satellite, on replie les bras pour le lancement. Donc ça, c'est la charge utile. En dessous, il y a un cube Proteus qui va porter tout ça. J'ai 3 bras avec mes petits éléments qui sont séparés de 0,8 lambda. Ici, j'ai la partie centrale. Ici, j'ai 2 capteurs qui voient le fond pour me donner ma température de référence. La bande X pour redescendre le signal. Les 2 systèmes qui regardent les étoiles pour se positionner. Voilà mon système, plié, déplié, et comment il tient dans le lanceur Rocotte, qui est un SS-20 reconverti. Comme quoi. Bon, voilà, en 2 mots la mission SMOS, donc ESA-CNES CDTI, prévu lancement en février 2007, et une vue d'artiste, donc la plateforme Proteus, les panneaux solaires, la charge utile. Ça, c'est les caractéristiques. L'orbite est de 755 km pour avoir le cycle de 3 jours. Il y a un angle d'incidence qui est fixé de 30 degrés, donc on décale toute la vue vers l'avant pour avoir plus d'angle d'incidence, de 33 degrés, et l'écartement des éléments. C'est réel, ça existe. Voici les essais des déploiement du bras en chambre propre. Donc, vous voyez un bras, c'est gros. Hein. Voici les essais du système. Donc un bras assemblé au sol et vu. Comment vont se passer le flot des données? Je vais aller très vite. Le capteur est ici. Il est piloté par des stations qui vont lui envoyer les télécommandes télémesures. Alors ça, c'est du jargon des gens des agences spatiales. Vous verrez que le nombre de sigles à la minute est largement supérieur au volume des données. Bon, c'est pas la peine, mais bon, ça veut dire housekeeping télémesure, par exemple. Grosso modo, c'est la santé du satellite. Ce qui nous intéresse, c'est ici. Les données vont arriver à un centre qui s'appelle le PDPC, qui est le centre de traitement des données de la charge utile.
et qui sera très vraisemblablement situé à Villafranca, donc une station de réception ESA en Espagne, où seront faits les traitements du niveau 0, c'est-à-dire le brut qui arrive, jusqu'au niveau 2, c'est-à-dire le premier produit de géophysique. Grosso modo, une salinité, mais sans agrégation spatio-temporelle, donc avec une résolution PSU très faible, hein, on pense 1 à 2 PSU, ce qui n'est pas beaucoup, mais la pleine résolution spatiale. Et un produit humidité des sols aussi, où on n'aura pas pu utiliser les acquisitions d'avant, donc de qualité bonne, mais pas aussi bonne que ce qu'on pourrait faire. Et après, il y aura la distribution vers les utilisateurs, bien sûr, mais il y aura un centre de traitement qui sera à Toulouse cette fois-ci, qui s'appelle, ce nom barbare aussi, CATS. Alors ça veut dire Central de traitement des données SMOS, vous voyez, c'est le seul sigle en français dans toute la bande. Et lui, il va faire les traitements des niveaux 3 et possiblement 4. Alors, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui se développera un peu comme le polycarpe, pour ceux qui se connaissent, avec des laboratoires qui donneront et qui interagiront directement avec ce centre pour la mise au point des produits avant leur diffusion. Tout ceci est évidemment en cours de discussion. Bon, ceci, c'est pas. Alors maintenant, ben voilà, c'est parfait, tout marche bien, mais enfin, c'est pas si simple. Je vous ai parlé du rayonnement galactique. Voici ce qui existe. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Pourquoi la bande est protégée? Parce que ça sert à quelque chose. À quoi sert-elle? Elle sert à regarder les planètes, enfin les corps célestes. Parce qu'il y a des émissions en bandelle non négligeables. Ça arrête l'hydrogène. Donc il y a des émissions. Là, vous reconnaissez la Voie lactée, bien sûr. Et là, par exemple, c'est le signe. Ça émet. Ça émet un paquet. Et sur Terre, il faudra peut-être en tenir compte, c'est pas sûr. Mais sur mer, il faudra en tenir compte. C'est-à-dire que ce signal, vous le voyez, hein, supérieur à 5 Kelvin. Ce n'est pas du tout négligeable, même après réflexion sur la surface océanique. Autre problème, c'est une bande protégée, certes. Seulement, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à émettre quand c'est protégé. Et ça, c'est des gens pas gentils, mais il est très difficile de faire respecter l'ordre. Ici, ça a été enregistré pendant un vol, là. Au-dessus, vous connaissez facilement Toulouse. Ici, Blagnac. Ben, Toulouse et Blagnac, c'est Cacaboudin. Voilà ce qui. On a du 900 Kelvin là, qui sort de Toulouse. Et c'est totalement illégal, bien sûr. Mais partout, hein, même dans les Pyrénées, vous avez encore des émetteurs. Alors, je vous signale ici que Lannemezan se voit très bien. Deuxième problème, la résolution. J'ai parlé de 43 km, 50 km. Comment est-ce qu'on peut moyenner une résolution? Donc, avoir une information, alors là, c'est un bassin versant, mais en fait, c'est un pixel, ça revient un peu au même. Comment transformer ça en ça de manière utile? Pas évident. Alors, il y a déjà des travaux qui partent là-dessus. Les gens couplent des modèles numériques de terrain, des modèles avec la qualité, la profondeur des sols, etc. Ils utilisent des modèles couplés avec un SVAT et un modèle hydrologique. Et en fait, ils font de la désagrégation du pixel pour obtenir quelque chose. Si vous voulez, vous avez une humidité globale et vous dites l'humidité va s'écouler, ceci, cela. Il y a la plante qui va pomper ici et là. Et je vais désagréger ça. Donc, à partir de connaissances externes, je vais dire où se trouve mon humidité. Donc, voici un petit exemple de travaux qui ont été faits. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est en désagrégeant, en n'utilisant que la topographie. Et ça, la topographie, la profondeur des sols. Et maintenant, l'étape, c'est évidemment de mettre la végétation là-dessus, qui va jouer son rôle. Le relief, à partir de quel moment le relief va jouer un rôle? Évidemment, on travaille en angulaire. Donc, ça marche bien quand c'est plat. Mais à partir du moment où il y a des pentes, notre angulaire, il faut le prendre en compte. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, plus les montagnes, c'est comme du rugueux, si vous voulez. Ça va mélanger des signaux à plein d'incidences différentes. Et il va falloir le prendre en compte. Donc, pour l'instant, ce qu'on regarde, c'est à partir de quel moment le relief joue un rôle. Et en fait, on s'aperçoit qu'il met assez longtemps avant de commencer à jouer un rôle. Et c'est vraiment quand on est dans les zones de distribution de pente comme celle-ci, là, un peu en chapeau chinois, que ça joue un rôle et qu'on peut le modéliser, mais bien sûr, ça se traduira par une perte de sensibilité du signal. Enfin, dernière question. Je vous ai parlé de la mesure donc radiométrique, c'est la surface. Qu'est-ce qui se passe dans la zone racinaire? C'est ce qui nous intéresse. Et pour ça, on utilise des modèles d'assimilation pour déduire à partir des mesures de la zone superficielle et de son évolution temporelle ce qui se passe en profondeur en utilisant des modèles. Donc ça a été déjà essayé, testé plusieurs fois par la météo. Donc on a des modèles de SVAT. On regarde, on en déduit des températures et d'humidité de surface. On utilise un modèle de transfert radiatif. On a une luminance qu'on compare à la T-détection et on boucle et on ajuste. Et avec ça, on arrive à restituer l'humidité dans la zone profonde, comme le montre cet exemple en Avignon, où vous avez en haut l'évolution de l'humidité de surface par le modèle et la mesure. Et ici, pour la zone profonde, et vous voyez que ça marche presque mieux, on arrive à parfaitement suivre les déplétions dans la zone racinaire
avec cette assimilation du signal, les pluies étant représentées par des vagues. Pour les océans, les problèmes sont un peu plus compliqués. On a des modèles pour les océans, mais ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Et il y a des différences. Vous voyez, ça, c'est différents modèles pour différents types de vagues. Des modèles d'émissivité. Et vous voyez, les différences ne sont pas énormes. On va parler de quelque chose de l'ordre de 0,2 Kelvin. Mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, 0,2 Kelvin, ça commence à faire un paquet de PSU, donc de salinité. Et il va falloir arriver à résoudre ce problème donc par un affinement des modèles de constante diélectrique et puis par surtout la prise en compte des vagues. Bon. Donc maintenant, on se pose vraiment les questions de savoir qu'est-ce qu'on pourra faire avec la salinité. Est-ce qu'on arrivera à obtenir un signal utile en salinité? Et toutes les études sont maintenant vers ceci. Je vous ai montré tout à l'heure les besoins quand on les utilise dans les modèles. Il y a d'autres gens qui travaillent sur l'assimilation, notamment les GOS de ces données, et quelle est la qualité des données qui ont besoin de mettre en entrée de l'assimilation pour avoir des résultats qui apportent vraiment une amélioration. Et par ailleurs, on regarde quels sont les bruits, parce qu'il faut s'intéresser à la plateforme aussi, quels sont les bruits qu'on peut tolérer, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la plateforme, et donc les écarts types qui sont à prendre en compte. Alors, on suppose qu'on peut moyenner les erreurs. On est en train de séparer les erreurs systématiques des erreurs aléatoires, celles qui peuvent se moyenner, celles qui s'additionnent, celles qu'on peut retirer, comme les biais, enfin, etc. Et on regarde jusqu'où on peut aller. Et pour l'instant, on arrive à quelque chose qui nous indique qu'on arrivera à le faire, mais on est vraiment en limite. Donc, soit on pourra améliorer, soit on sera en limite. Mais c'est du fuzzy. Dernière chose, l'étalonnage. Je vais terminer avec ça assez rapidement. D'abord, le principe de base, c'est que si on arrive à étalonner sur Terre, on est tranquille. Donc ça réduit un peu les problèmes. Et ce qu'on regarde, c'est à part l'étalonnage Bohr classique, on va regarder tout un tas de choses. Le Soleil, pourquoi pas viser le Soleil? Le problème du Soleil, c'est qu'évidemment, on va changer. Il va falloir, le satellite regarde la Terre, évidemment. On veut regarder le Soleil, donc il va falloir se tourner sur le côté. On va changer tout l'équilibre thermique du satellite. Donc ça, il faudra le prendre en compte de manière astucieuse, qui n'est pas évidemment pas très évident. On a pensé à la Lune. La Lune, c'est très bien, sauf qu'on verra à peu près rien comme signal. La Lune, elle fait 1/4 de degré d'ouverture. Et elle n'émet pas beaucoup. Donc ça va être très difficile, la Lune. Et le ciel, on pense utiliser le ciel pour faire au moins l'étalonnage absolu. Le problème de l'étalonnage est assez compliqué parce que mes petites antennes, à chaque fois, elles voient toute la Terre et un peu de ciel. Je n'ai pas, comme en étalonnage classique, vous dites, je passe au-dessus du désert, hop, je mesure la valeur et je sais combien c'est. Là, chaque antenne, elle va mesurer un très grand champ. Et après, si je veux aller au niveau du pixel, j'ai toute la reconstruction derrière, donc il y a d'autres phénomènes à prendre en compte. C'est pour ça que ce n'est pas simple. Donc on s'aventure, nous, vers de nouvelles voies. Et l'idée, c'est de faire de l'assimilation directe des données. Alors il y a tout un tas de bouées, de bateaux, de systèmes qui mesurent la salinité sur les océans, avec différents types de températures pour les océans. Donc on va faire la stabilité par le suivi temporel de zones, même quitte à extrapoler vers les valeurs de température de brillance les plus faibles. Donc aller à chaque fois pour une zone donnée vers le bas de l'histogramme. C'est les méthodes dites de Rouff. Et ensuite, on va dire, il y a plein de systèmes qui naviguent là-dedans. Et on va reprendre toutes ces données. Alors il y a des bouées, alors il y en a qui apparaissent tous les 10 jours, il y en a qui sont là en permanence, mais qui fonctionnent qu'à des endroits bien définis, etc. Or, avec SMOS, on a calculé qu'on enverrait de l'ordre de plus de 100 par déploiement du bras en chambre propre. Donc, vous voyez un bras, c'est gros. Voici les essais du système. Donc, un bras assemblé au sol et vu. Comment vont se passer le flot des données? Je vais aller très vite. Le capteur est ici. Il est piloté par des stations qui vont lui envoyer les télécommandes télémesure. Alors ça, c'est du jargon des gens des agences spatiales. Vous verrez que le nombre de sigles à la minute est largement supérieur au volume des données. Bon, c'est pas la peine, mais bon, ça veut dire housekeeping télémesure, par exemple. Grosso modo, c'est la santé du satellite. Ce qui nous intéresse, c'est ici. Les données vont arriver à un centre qui s'appelle le PDPC, qui est le centre de traitement des données de la charge utile, et qui sera très vraisemblablement situé à Villafranca, donc une station de réception ESA en Espagne, où seront faits les traitements du niveau 0, c'est-à-dire le brut qui arrive, jusqu'au niveau 2, c'est-à-dire le premier produit de géophysique. Grosso modo, une salinité, mais sans agrégation spatio-temporelle, donc avec une résolution PSU très faible, on pense 1 à 2 PSU, ce qui n'est pas beaucoup, mais la pleine résolution spatiale. Et un produit humidité des sols aussi, où on n'aura pas pu utiliser les acquisitions d'avant, donc de qualité bonne, mais pas aussi bonne que ce qu'on pourrait faire. Et après,
il y aura la distribution vers les utilisateurs, bien sûr, mais il y aura un centre de traitement qui sera à Toulouse cette fois-ci, qui s'appelle, ce nom barbare aussi, CATS. Alors ça veut dire Centrale de traitement des données SMOS, vous voyez, c'est le seul sigle en français dans toute la bande. Et lui, il va faire les traitements des niveaux 3 et possiblement 4. Alors, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui se développera un peu comme le Polycar, pour ceux qui se connaissent, avec des laboratoires qui donneront et qui interagiront directement avec ce centre pour la mise au point des produits avant leur diffusion. Tout ceci est évidemment en cours de discussion. Bon, ceci, voilà. Alors maintenant, ben voilà, c'est parfait, tout marche bien, mais enfin, c'est pas si simple. Je vous ai parlé du rayonnement galactique. Voici ce qui existe. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Pourquoi la bondelle est protégée? Parce que ça sert à quelque chose. À quoi sert-elle? Elle sert à regarder les planètes, enfin les corps célestes. Parce qu'il y a des émissions en bondelle non négligeables. Ça arrête l'hydrogène. Donc il y a des émissions. Là, vous reconnaissez la Voie lactée, bien sûr. Et là, par exemple, c'est le signe. Ça émet. Ça émet un paquet. Et sur Terre, il faudra peut-être en tenir compte, c'est pas sûr. Mais sur mer, il faudra en tenir compte. C'est-à-dire que ce signal, vous le voyez, supérieur à 5 Kelvin. Ce n'est pas du tout négligeable, même après réflexion sur la surface océanique. Autre problème, c'est une bande protégée, certes. Seulement, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à émettre quand c'est protégé. Et ça, c'est des gens pas gentils, mais il est très difficile de faire respecter l'ordre. Ici, ça a été enregistré pendant un vol, là. Au-dessus, vous connaissez facilement Toulouse. Ici, Blagnac. Ben, Toulouse et Blagnac, c'est Cacaboudin. Voilà ce qu'il. On a du 900 Kelvin là, qui sort de Toulouse. Et c'est totalement illégal, bien sûr. Mais partout, même dans les Pyrénées, vous avez encore des émetteurs. Alors, je vous signale ici que Lannemezan se voit très bien. Deuxième problème, la résolution. J'ai parlé de 43 km, 50 km. Comment est-ce qu'on peut moyenner une résolution? Donc, avoir une information. Alors là, c'est un bassin versant, mais en fait, c'est un pixel, ça vient un peu au même. Comment transformer ça en ça de manière utile? Pas évident. Alors, il y a déjà des travaux qui partent là-dessus. Les gens couplent des modèles numériques de terrain, des modèles avec la qualité, la profondeur des sols, etc. Ils utilisent des modèles couplés avec un SVAT et un modèle hydrologique. Et en fait, ils font de la désagrégation du pixel pour obtenir quelque chose. Si vous voulez, vous avez une humidité globale et vous dites l'humidité va s'écouler, ceci, cela. Il y a la plante qui va pomper ici et là. Et je vais désagréger ça. Donc, à partir de connaissances externes, je vais dire où se trouve mon humidité. Donc, voici un petit exemple de travaux qui ont été faits. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est en désagrégeant, en utilisant que la topographie. Et ça, la topographie, la profondeur des sols. Et maintenant, l'étape, c'est évidemment de mettre la végétation là-dessus, qui va jouer son rôle. Le relief, à partir de quel moment le relief va jouer un rôle? Évidemment, on travaille en angulaire. Donc, ça marche bien quand c'est plat. Mais à partir du moment où il y a des pentes, dans notre angulaire, il faut le prendre en compte. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, plus les montagnes, c'est comme du rugueux, si vous voulez, ça va mélanger des signaux à plein d'incidences différentes, et il va falloir le prendre en compte. Donc pour l'instant, ce qu'on regarde, c'est à partir de quel moment le relief joue un rôle, et en fait, on s'aperçoit qu'il met assez longtemps avant de commencer à jouer un rôle, et c'est vraiment quand on est dans les zones de distribution de pente comme celle-ci, là, un peu en chapeau chinois, que ça joue un rôle, et qu'on peut le modéliser, mais bien sûr, ça se traduira par une perte de sensibilité du signal. Enfin, dernière question, je vous ai parlé de la mesure donc radiométrique, c'est la surface. Qu'est-ce qui se passe dans la zone racinaire? C'est ce qui nous intéresse. Et pour ça, on utilise des modèles d'assimilation pour déduire à partir des mesures de la zone superficielle et de son évolution temporelle ce qui se passe en profondeur en utilisant des modèles. Donc ça a été déjà essayé, testé plusieurs fois par la météo. Donc on a des modèles de SVAT. On regarde, on en déduit des températures et d'humidité de surface. On utilise un modèle de transfert radiatif, on a une luminance qu'on compare à la T-détection et on boucle et on ajuste. Et avec ça, on arrive à restituer l'humidité dans la zone profonde, comme le montre cet exemple en Avignon, où vous avez en haut l'évolution de l'humidité de surface par le modèle et la mesure. Et ici, pour la zone profonde, et vous voyez que ça marche presque mieux, on arrive à parfaitement suivre les déplétions dans la zone racinaire avec cette assimilation du signal, les pluies étant représentées par des vagues. Pour les océans, les problèmes sont un peu plus compliqués. On a des modèles pour les océans, mais ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Et il y a des différences. Vous voyez, ça, c'est différents modèles pour différents types de vagues. Des modèles d'émissivité. Et vous voyez, les différences ne sont pas énormes. On va parler de quelque chose de l'ordre de 0,2 Kelvin. Mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, 0,2 Kelvin, ça commence à faire un paquet de PSU, donc de salinité. Et il va falloir arriver à résoudre ce problème donc par un affinement des modèles de constante diélectrique et puis par surtout la prise en compte
les vagues. Bon. Donc maintenant, on se pose vraiment les questions de savoir qu'est-ce qu'on pourra faire avec la salinité. Est-ce qu'on arrivera à obtenir un signal utile en salinité? Et toutes les études sont maintenant vers ceci. Je vous ai montré tout à l'heure les besoins quand on les utilise dans les modèles. Il y a d'autres gens qui travaillent sur l'assimilation, notamment l'EGOS de ces données, et quelle est la qualité des données qui ont besoin à mettre en entrée de l'assimilation pour avoir des résultats qui apportent vraiment une amélioration. Et par ailleurs, on regarde quels sont les bruits, parce qu'il faut s'intéresser à la plateforme aussi, quels sont les bruits qu'on peut tolérer, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la plateforme, et donc les écarts types qui sont à prendre en compte. Alors, on suppose qu'on peut moyenner les erreurs. On est en train de séparer les erreurs systématiques des erreurs aléatoires, celles qui peuvent se moyenner, celles qui s'additionnent, celles qu'on peut retirer, comme les biais, enfin, etc. Et on regarde jusqu'où on peut pas aller. Et pour l'instant, on arrive à quelque chose qui nous indique qu'on arrivera à le faire, mais on est vraiment en limite. Donc, soit on pourra améliorer, soit on sera en limite. Mais c'est du faisable. Dernière chose, l'étalonnage. Je vais terminer avec ça assez rapidement. D'abord, le principe de base, c'est que si on arrive à étalonner sur terre, on est tranquille. Donc ça réduit un peu les problèmes. Et ce qu'on regarde, c'est à part l'étalonnage bord classique, on va regarder tout un tas de choses. Le soleil, pourquoi pas viser le soleil? Le problème du soleil, c'est qu'évidemment, on va changer. Il va falloir, le satellite regarde la Terre, évidemment. On veut regarder le soleil, donc il va falloir se tourner sur le côté. On va changer tout l'équilibre thermique du satellite. Donc ça, il faudra le prendre en compte de manière astucieuse, ce qui n'est pas évidemment pas très évident. On a pensé à la Lune. La Lune, c'est très bien, sauf qu'on verra à peu près rien comme signal. La Lune, elle fait 1/4 de degré d'ouverture, et elle n'émet pas beaucoup. Donc ça va être très difficile, la Lune. Et le ciel, on pense utiliser le ciel pour faire au moins l'étalonnage absolu. Le problème de l'étalonnage est assez compliqué parce que mes petites antennes, à chaque fois, elles voient toute la Terre et un peu de ciel. Je n'ai pas, comme en étalonnage classique, vous dites, je passe au-dessus du désert, hop, je mesure la valeur et je sais combien c'est. Chaque antenne, elle va mesurer un très grand champ. Et après, si je veux aller au niveau du pixel, j'ai toute la reconstruction derrière, donc il y a d'autres phénomènes à prendre en compte. C'est pour ça que ce n'est pas simple. Donc on s'aventure, nous, vers de nouvelles voies. Et l'idée, c'est de faire de l'assimilation directe des données. Alors il y a tout un tas de bouées, de bateaux, de systèmes qui mesurent la salinité sur les océans, avec différents types de températures pour les océans. Donc on va faire la stabilité par le suivi temporel de zones, même quitte à extrapoler vers les valeurs de température de brillance les plus faibles. Donc aller à chaque fois pour une zone donnée vers le bas de l'histogramme. C'est les méthodes dites de Roof. Et ensuite, on va dire, il y a plein de systèmes qui naviguent là-dedans. Et on va reprendre toutes ces données. Alors il y a des bouées, alors il y en a qui apparaissent tous les 10 jours, il y en a qui sont là en permanence, mais qui fonctionnent qu'à des endroits bien définis, etc. Or, avec SMOS, on a calculé qu'on enverrait de l'ordre de plus de 100 par